Donc, on commence sur les 6 grands manipulateurs. En fait, sur les 6 grands manipulateurs, là, on va parler du premier aujourd'hui. Les 6 sont dans l'ordre, et c'est un ordre qui n'a pas vraiment d'ordre, en fait, précis en termes d'importance, quoi que ce soit. Je mets juste le premier comme étant la conscience, puisque c'est celui qui est séparé des autres. Donc, le premier des 6 grands manipulateurs internes, surtout, c'est ceux qui contrôlent notre vie, ceux qui contrôlent ou qui modifient ou qui changent ou qui affectent notre perception des choses, donc la manière dont on vit notre vie, dont on expérimente la vie. Et donc, la conscience, c'est le premier. Papagis qui vient de se réveiller. Ok, je vais lui dire si jamais tu veux revenir. Voilà. Donc, le premier, ça va être la conscience. En fait, pas la conscience, pour être plus précis, ça va être le conscient. Et là, je vais... En fait, c'est ça, je voulais faire je vais faire un partage d'écran. Je vais aller faire un beau petit dessin pour bien vous expliquer. Drawing online. On va trouver un site internet pour faire des dessins. Sketchpad, Draw, Create, Share. Ça doit être ça, je pense. Ah, non, Google. Quick Draw. Ça, je vais pouvoir vous partager le dessin en live. C'est quoi ça? Pourquoi il y a une soucoupe volante avec une chèvre? Ok. Parfait. Donc là, ça c'est bon. Excellent. Et là, je peux dessiner et effacer. Parfait. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde a l'accès au partage d'écran? Si je fais ça ici. Partage d'écran, Sketchpad, partager. Ouais. Regarde le stream. Ouais, tout le monde y a accès? Yep. Moi, je l'ai, je sais pas si. Ok. Parfait. Donc, là, ce qu'on va faire ici, ça c'est pencil. On va faire un trait un petit peu plus gros. On va aller séparer ça ici. Donc, plutôt, est-ce qu'on peut rotater? Crop. Non, on va laisser ça comme ça. À moins que... Ah, si, on peut. Tout le monde arrive à voir l'écran? Ouais. Ok, donc on va mettre ici 1600. Puis on va mettre 720. Voilà. Ça va être mieux. Donc, On appuie sur quoi pour essayer de le voir en entier? Parce que moi, j'ai toutes nos icônes. Et donc, j'ai qu'un sixième de mon écran là qui est occupé par ton dessin. normalement, si tu cliques sur mon dessin 1 ou 2 fois. Ah, parfait, merci. Excellent. Salut Papagis. Excuse-moi. Bon matin. Tu vas bien? Salut. Oui, je vais bien, oui. Excellent. Donc là, juste pour t'expliquer, parce que tu n'as pas trop été au courant des dernières nouvelles, je pense. Ah, j'ai tout lu. T'as dit. Ah ouais? Ah oui. Ah ok, excellent. Bon, super. Good. Donc, voilà, là, je suis en plein écran. Fait que là, aujourd'hui, on parle de la conscience, du premier des 6 grands manipulateurs. Donc là, on vient tout juste de commencer. Là, tu t'arrives au bon moment. Ouais. Je suis de retour ici. Ok, good. Donc, là, j'ai mon crayon. Parfait. Fait que là, ici, on va séparer la moitié. Oh là 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 là. Est-ce que je peux faire des... What? C'est quoi ça? CTRL Z. Pourquoi je peux pas CTRL Z? Ok. Undo. Bon. Est-ce qu'on peut faire des traits droits? Non? Peut-être ça? Non? Oh! Ok, tant pis. Bon, je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai. On va essayer de faire ça droit. Et hop! Donc, ici, c'est le conscient. Plutôt la conscience. Et en bas, ça va être l'inconscient. Donc, ça va être toute la partie inférieure. Ça va être tout ce dont on va parler pendant les 6 prochaines semaines. Donc, tout ce qui va être subconscient, croyances, ego, émotions, pensées. On pourrait même les mettre ici.
le subconscient, les croyances, l'ego, les pensées. Ça fait skip. Pensée, et c'est ça. Croyances, ego, émotion, pensée et subconscient. Croyances, émotion, ego, donc émotion. Skipper. Donc on a le skipper. Tout ça, ça fait partie de l'inconscience, de la subconscience. Je pense qu'il vaut mieux ici dire S. Je pense que ça va être plus accurate de dire subconscience. Sub, on va mettre sub. Et tout comme ici, c'est la conscience, mais dans la conscience, il y a le conscient. Est-ce que, pour différencier les deux, en fait, c'est quand je dis la conscience, c'est l'endroit. C'est l'endroit où se situe le conscient. La subconscience, c'est tout ce qui n'est pas dans la conscience. Donc, en fait, c'est tout ce dont on n'est pas conscient. Ici, en ce moment, là, tu n'es peut-être pas conscient de la sensation que tu as dans ton pied droit. Mais vu que je viens de t'en parler, que donc tu as porté peut-être ton attention sur ton pied droit, tu viens de prendre conscience. Donc, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de prendre ton pied droit. Oups, PD, non, attends, on va juste mettre P. Ton pied droit, avec ta lampe torche de ton conscient, tu es allé chercher l'information du pied droit et tu l'as ramené, et tu l'as ramené dans ta conscience. Donc là, ton pied droit est devenu dans la conscience. Est-ce que c'est quand même clair? Coucouloute. Toi aussi, tu viens écouter? Est-ce que tout le monde arrive à me suivre? Oui. Bah écoute, j'y jette un coup d'œil de temps en temps et je me dis c'est un joli dessin. Mais bon, j'ai compris ce que tu racontais. OK. Donc la conscience, c'est là où, voilà, c'est un endroit. La subconscience, c'est un autre endroit. Et dans le cerveau, en fait, c'est soit tu es conscient de quelque chose, soit tu n'es pas conscient. Donc tout ce dont tu n'es pas conscient, ben, c'est dans la subconscience. OK? Donc, dans la conscience, il y a un seul habitant minimum. Dans la subconscience, il y a des millions d'habitants. Ça va être tous les programmes, toutes les choses qu'on peut observer, toutes les choses qu'on peut nommer, comme l'ego, les croyances, les émotions, le subconscient lui-même, qui est un genre bien type de programme qu'on est capable de définir. Mais tout comme on pourrait dire que le subconscient va être l'intégralité de tout ça, mais j'ai décidé de bien définir chacun pour que ce soit plus facile à observer. Donc, dans la subconscience, il y a plein d'habitants. Et tous ces habitants, en fait, ça va être tous les habitants que tu n'es pas capable de voir. Tous les habitants que tu es capable de voir, c'est les habitants que, comme ton pied droit ici, tu les as ramenés dans ton conscient, avec ta lampe torche là, de ton conscient. Peut-être même faire un petit dessin encore plus... Oh là, fil. Peut-être faire une couleur ici. Donc ça, en fait, je fais ça le plus visuel possible pour que ce soit plus facile à retenir, puisque le fait de voir sa conscience comme une lampe torche, c'est très précis, je dirais. Ça représente très bien comment ça fonctionne. Ça veut dire que la subconscience, en fait, ça va être là où c'est sombre. Donc c'est là où on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop comment c'est. C'est flou. Donc, si je mets par exemple ici un truc là, allez, 20%, et que je remplis ça, est-ce que ça marche? Non. Ok, bon. Bon, c'est pas grave. Enfin bon. Donc, voilà, ça c'est une chose qui est très importante à comprendre puisque ça va déterminer tout le reste. Ça va vraiment permettre de bien comprendre tout le reste. Donc, le simple fait de savoir que ta conscience ici, c'est ton plus grand pouvoir en tant que créateur, en tant que personne qui peut créer des choses, ça veut dire qu'en fait, seule ta conscience peut réfléchir. Seule ta conscience peut déterminer si une réaction, si une décision va être adaptée par rapport à l'environnement, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Ça se fait avec la conscience. Ce qui va se faire hors conscience, ça peut être aussi adapté à l'environnement, mais ça va être des réactions. Donc tout ce qui est ici en bas, est-ce que je peux écrire? Non. Ah, c'est vrai, texte, parfait.
texte. Je peux mettre un texte ici. Réaction. Voilà, parfait. Donc, est-ce que je peux le rapetisser aussi? Oh, c'est magnifique. Ça va être un petit peu mieux comme ça. Donc là, réaction. Et tout ce qui est ici, c'est de la création. Donc, vous vous souvenez quand je vous disais qu'il y avait un point qui était très important, Ouais. qui était dans les distinctions. Bien comprendre les distinctions. Bon, ben ça, c'est une des distinctions que si vous allez dans les lois du développement, c'est une des distinctions qui a été écrite. Être capable de distinguer. Ben, il me semble que je l'avais écrit. Si je ne l'ai pas écrit, ça va être. Attends, est-ce que je l'avais écrit? J'ai un doute. Est-ce que j'ai écrit la distinction entre la perception et la réalité? Loi du développement, donc ça, c'est dans la vie, équilibre, balance, change, il faudrait savoir réaction, création. Et ça, c'est création. Oui, c'est ça. Donc, réaction, création, exactement. Donc, je l'ai mis, c'est le premier point de voir et savoir. Donc, être capable de voir dans ta vie lorsque tu crées quelque chose ou lorsque tu réagis. Ben, souvent, quand tu crées quelque chose, tu le crées avec conscience, donc tu le sais que tu es en train de créer. Mais ça peut être très, très, très positif, très efficace d'être capable de distinguer les deux. Donc, toute réaction, c'est toute chose qui va venir de programme subconscient. Donc, si tout ce qui est ici, c'est de la réaction, donc quand on vit sous l'ego, on réagit. Quand on vit sous des émotions, on réagit. Quand on vit sous nos pensées, derrière nos pensées, on réagit. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Oui. C'est là qu'on pourrait aussi redire que ben, le subconscient, on va mettre du texte. Le subconscient, ici, merde, pourquoi ça marche pas? Texte. On va écrire. Comment on fait pour écrire? Pourquoi je peux pas écrire? Ah, bon. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais... Attends, on va y arriver. Mais... Comprends-toi. C'est quoi ça? Mais what? C'est quoi? Attends, c'est quoi ce site? Normal, ok, non. Je veux juste écrire du texte. Oh là 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 là. Ok, enfin bref. Donc, ici, ne peut pas réfléchir. Voilà. On va les mettre ici. Toc. On va essayer de faire un truc là. Comme ça. Bon, je sais pas si c'est optimal d'utiliser ce logiciel ici pour décrire ces trucs. Ça va peut-être prendre plus de temps pour que je règle. J'avais vu un autre site internet là, qui s'appelait... ça venait de Google, donc je sais pas si Google va être plus efficace dans ces trucs. Et si tu prenais plutôt des métaphores? Des métaphores? Bah, par rapport, par exemple, je crois que tu avais un dessin, à un moment donné, c'était un iceberg. Ouais. Quand t'es conscient, t'es tout en haut de l'iceberg. Du coup, enfin, la conscience est tout en haut de l'iceberg. Tu creuses un tunnel dedans, c'est ton chemin de création et, et réflexion et compagnie. Et puis après, tout ce qui est en bas, c'est tout ce qui est dans le domaine de l'inconscient, et tout ce qui est au-dessus, c'est... Ok, bah, regarde, je vais vous... Enfin, t'embête pas avec tes dessins, parce que... Ouais, ça va être plus simple de partir directement du dessin que j'avais fait. Donc ça va être document. Ici, image. Est-ce que c'est là-dedans? Non, ça va être dans coaching. Non, c'est ici. Voilà, celui-là. Super, tout le monde voit... attends, tout le monde voit l'image ici? Ouais, voilà. Ouais. Ah, ok, bon, je pense que ça va être un petit peu mieux partir là-dessus. Donc, en fait, ça revient à la même chose. Hein. Il y a la conscience, qui est tout ce qu'on est capable de voir en haut,
Et la subconscience, tout ce qui va être en dessous. Donc là, j'ai bien mis ici qu'il y a une partie du préconscient, une partie qui est un petit peu sombre, mais pas trop, et une partie qui est sombre et voire très sombre jusqu'à ce qu'on ne voit plus. Voilà, donc ça, je pense que c'est quand même assez clair. Là. La conscience, c'est l'environnement, l'endroit qu'on est capable d'observer. Le subconscient, c'est l'environnement qu'on n'est pas en train d'observer en ce moment. C'est pas qu'on n'est pas capable, on n'est pas en train d'observer. Et selon Freud, il y a 3 types de conscience. Donc, il y a le conscient, le préconscient et le subconscient. Le préconscient, ça va être la partie dans l'eau qu'on est capable de voir, qu'on est capable d'observer, qu'on a accès. Donc, en ce moment, tu as accès aux sensations qu'il y a dans ton pied. C'est juste que vu que tu ne portes pas ton attention dessus, vu que tu regardes dans le ciel ou que tu regardes ailleurs, ben, tu ne vois pas ce qui se passe dans l'eau. Mais c'est accessible. Et le subconscient, selon lui, c'est des choses qui sont inaccessibles. Inaccessibles pour l'instant. Puisque le but, ça va être en développant sa préconscience, donc en apprenant des choses, en se faisant guider, en se faisant coacher, en lisant des livres, en te développant d'une manière ou d'une autre, tu élargis le pourcentage de choses que tu ne sais pas. Tu sais, Oui. je pense, ouais, non, je ne vais pas aller le chercher, mais en fait, il y a souvent un camembert qu'on voit, et c'est pour ça que j'ai écrit ça à droite ici, un petit camembert où il y a 1%, c'est que je sais. Ça va être comme 1-2%. Ensuite, je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas parler chinois, je sais que je ne sais pas ce qu'est la physique quantique, etc. Ça fait partie peut-être de 5%. Donc là, on est à peu près 7% de tout ce qui est possible de savoir, et puis tout le reste, c'est je ne sais pas que je ne sais pas. Ça, c'est les angles morts. Donc, c'est des choses qui sont dans le subconscient, ou des choses qui sont même pas présentes. C'est des choses qui sont juste... T'as jamais reçu l'information dans ta vie, et donc tu sais juste pas que ça existe. Donc, pour énormément de gens sur Terre, et c'est bien triste, mais ils ne savent pas ce qu'est un coca. Ah non, c'est pas triste, c'est une bonne chose. Pourquoi? Mais parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt qu'au Mexique, ils savent pas ce que c'est que de l'eau. Ah non, pas un coca, pas du Coca-Cola. Un coca, c'est Q-U-O-K-K-A-S. Ah oui, l'animal. Oui, en fait, il faut que je vous le montre, parce que bon, si vous ne savez pas, on va tout de suite éliminer ça de votre partie non consciente. Le coca, c'est réputé comme étant l'animal le plus heureux au monde. Ah, le mais koala. oui, c'est le truc qui sourit tout le temps. Non, le coca. Oui, c'est ça, c'est trop mignon. Oui. Ah oui, d'accord. C'est comme un mini kangourou. Oui, ça a l'air Ouais. bien idiot, quoi. Après, ça cache peut-être son jeu, non? Ah, je sais pas. J'en ai jamais vu en réalité, donc je sais pas trop comment. Mais ils ont l'air, voilà, ils ont l'air très très heureux et très mignons. Mais du coup, c'est de la famille du kangourou ou du koala? Je pense que c'est plus kangourou parce qu'ils portent leur bébé de la même manière qu'un kangourou ici, dans leur Ah ventre. oui. Donc, là en ce moment, vous venez tout juste d'élargir vos angles morts, donc d'élargir votre préconscience, d'élargir le champ de possibilités de choses que vous êtes capable d'observer, de réfléchir, de mettre dans votre conscient. Donc, Oui, enfin, c'est arrivé dans une boîte qui s'appelle C'était pas super important. Mais ok. oui, mais bon, c'est une information, tu vois. Et en fait, vous, vous êtes un peu comme sur le bord de ce glacier et vous avez une canne à pêche et vous allez pêcher les informations dans votre préconscience. Fait que là, vu qu'on vient d'enlever le coca des angles morts, là, maintenant, il y a un coca qui se baigne dans la zone de préconscience. Et donc là, vous pouvez décider à tout moment d'aller le pêcher et de le ramener dans votre conscient. Donc là, il va y avoir 2 habitants dans le conscient, dans la conscience. Il va y avoir le conscient et le coca. Tout comme si je te demande de penser à ton pied droit, il va y avoir 2 habitants, il va y avoir le conscient et le pied droit. Et puis dès que tu vas commencer à penser à ta faim, que tu fasses à manger, ton pied droit, il va retomber dans la préconscience. Et puis là, ça va être, je sais pas, les trucs qu'il faut que tu achètes, etc., qui vont entrer dans ta conscience. Est-ce que là, ça fait du sens pour tout le monde? Mm-hmm. Bien important là, que je vous explique aussi pourquoi est-ce que c'est important, parce que j'ai pas envie que vous fassiez, que vous embêtiez là, ou que ce soit ennuyant ou quoi que ce soit. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement. Donc, le conscient, en gros, c'est le maître de ta vie. Le conscient est le seul habitant permanent de la conscience. C'est le seul habitant qui va toujours rester dans la conscience.
tout le reste, ils vont venir sortir selon là où tu mets ton attention. Donc, Ok. selon la psychologie, c'est apparu premièrement vers l'âge de 4 ou 5 ans et on commence vraiment à se développer, à prendre conscience de soi et tout ça à peu près dans cet âge-là. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais personnellement, j'avais un souvenir de toucher mon pied, puis j'étais en train de découvrir que mon pied m'appartenait. Et j'étais en train de l'observer, de le toucher, puis quand je le touchais, je voyais que je ressentais quelque chose, et j'étais en train de prendre conscience, tu vois, que j'étais conscient que j'étais un corps, que j'avais un corps. Donc bon, ça c'est à peu près dans les 4-5 ans, je pense, moi c'était peut-être vers 6 ans, je ne sais plus. Donc, ça c'est la force créatrice de la vie, hein. Le conscient, c'est ce qui crée, le subconscient, c'est ce qui réagit. On va sûrement répéter ça beaucoup de fois, mais c'est pour être sûr que ça rentre bien comme il faut. Et donc, le conscient, qui est dans la conscience, c'est la lampe torche de notre esprit. Je dis c'est de la lampe torche, c'est ta canne à pêche, bon, peu importe la métaphore que tu veux utiliser. C'est ce qui te permet d'aller chercher quelque chose. Et donc, tout comme n'importe quelle force ultime, elle va être difficile à exploiter. Ça veut dire qu'elle demande un effort constant. C'est un effort énergivore. Utiliser ta conscience, ça prend de l'énergie. Le truc, c'est que si tu utilises ta conscience, donc la conscience, en fait, c'est aussi dans une autre métaphore. Vous avez déjà eu des tuyaux d'arrosage pour arroser des plantes ou pour un jardin, quoi que ce soit. Ben, la conscience, ça va être ce que tu observes. Et en observant, ou plutôt en visant, ça va être plutôt ce que tu vises. Donc, tu vises, mais pour viser quelque chose, tu dois l'observer, tu dois le regarder. Tout ce que tu regardes et que tu vises, tu vas lui envoyer de l'énergie. Tu vas lui envoyer ce qu'on appelle ton attention. Tu y mets ton attention. L'attention, on pourrait voir ça comme une forme d'énergie. Donc, si en ce moment, tu es sur le bord de l'iceberg ici et que tu regardes un coca, ou tu regardes ton pied droit, ou tu regardes tes émotions dans le préconscient, tu vas porter de l'attention sur tes émotions. Tu vas donner soit de l'importance, soit de la valeur ou de l'énergie à l'émotion. Donc, si tu passes ta vie à porter ton attention et à être conscient de choses qui prennent ton énergie et qui ne t'en donnent pas, ben, tu t'épuises. Donc, le conscient, plutôt le conscient, c'est extrêmement puissant. C'est ce qui détermine, c'est ton œil. Comment dire ça? Est-ce que vous êtes capable de bien voir que là, en ce moment, votre conscience ou votre conscient est focusé sur l'écran, est focusé sur ce que je dis, donc sur deux de vos sens déjà, sur votre ouïe, sur votre ouïe et votre vision, votre vue, et peut-être autre chose en même temps, je ne sais pas, mais est-ce que tout le monde est bien conscient de leur conscient? Ah, on essaie de jouer sur deux tableaux là, mais oui, je suis content de ce que tu racontes. Ok. Est-ce que vous arrivez à imaginer dans votre tête que vous êtes conscient? Comment ça? Oui. En fait, je ne sais pas si ça peut vous aider. Personnellement, je vais l'imaginer d'une manière à ce que, même à travers ma méditation, c'est un petit peu l'image que j'essaye de transmettre, c'est que tout ce qu'on m'a toujours dit ou tout ce que j'ai cru qui était moi, c'est des choses qui sont en fait devant moi. Donc mon corps, c'est comme si, même en étant dans mon corps, j'étais derrière mon corps. Tu sais, donc mes émotions vont être dans le corps, mais vont être devant moi. Ça veut dire qu'elles sont avec moi. Elles ne sont pas moi. Tu sais, mon corps va être avec moi. Mes pensées sont avec moi. Tout ça, c'est avec moi. Mais la conscience, il y a beaucoup de gens qui vont la définir comme étant partout en même temps. Ou étant partout là où tu mets ton attention. Donc, si tu mets ton attention dans ta main, ta conscience devient dans ta main. Mais après, bon, il y a plusieurs... Le but, si on s'en fout un petit peu de savoir exactement c'est quoi, le but, c'est vraiment d'être capable de comprendre ce qu'est la conscience. Puisque une fois que tu es capable de bien comprendre et identifier et séparer la conscience du reste, c'est là que tu commences à vraiment avoir le pouvoir de différencier la réalité de ta perception de la réalité, de différencier ce qu'on... l'autre, quand tu crées, quand tu réagis, c'est extrêmement puissant. Okay, d'être capable de faire ça, et je connais très peu de gens qui ont réussi à atteindre ce niveau de perception d'eux-mêmes
Ou alors, c'est des grands maîtres spirituels, des coachs, etc., là, qui ont déjà énormément de succès dans leur vie. Eux, ils ont l'air d'avoir compris ça. J'ai eu un petit micmac là dans mon téléphone et j'ai pas compris ce que tu racontais avec tes émotions qui n'étaient pas en toi mais devant toi. Ouais, C'est possible de répéter? Ouais, ça c'est... Là, c'est juste... pour comprendre quelque chose, pour que quelque chose soit clair pour toi, il faudrait, techniquement, selon ce que Bob Proctor enseigne, et pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres explications, donc je m'en tiens à son 60 ans d'expérience sur le sujet. Il dit qu'il faut avoir une image claire. Il faut que tu sois capable de faire apparaître une image sur l'écran de ta pensée, sur l'écran de ton esprit, lorsque tu parles d'un concept ou de quelque chose. Donc, si je te parle de l'ego, s'il n'y a aucune image qui apparaît, l'ego, il y a de fortes chances que ce soit encore flou pour toi, que tu n'arrives pas à bien comprendre clairement ce que c'est. Si je te parle de l'argent et que tu as une image qui apparaît, ben, il y a de fortes chances que tu comprennes plus ou moins c'est quoi. Tu es bien capable de définir clairement ce que c'est. Et c'est pour ça que là, ici, j'utilise des images, puisque ça va permettre de mettre une image sur ce qu'est l'esprit. Ça ici, tout ce que je vous montre avec le conscient, le subconscient, c'est ce qui est dans l'esprit. C'est ce qui est même dans le cerveau. Mais je trouve plus précis de dire dans l'esprit, puisque le cerveau, c'est juste la partie physique qui est dans ta tête. Puis bon, après, dépendant de quelle image te convient le mieux, tu peux décider de penser que ta conscience, elle est partout dans ton corps, qu'elle est au-dessus de toi, qu'elle est dans ton cerveau. Ça, rendu là, on s'en fout. Si tu es très scientifique, très neurobiologique, tu vas vouloir mettre ta conscience dans ton cerveau. Mais encore une fois, où dans ton cerveau, on ne sait pas. Sinon, tu peux la mettre dans ton corps, tu peux la mettre au-dessus de toi, derrière toi, peu importe. Le but, c'est d'avoir une image qui te permette de comprendre le fonctionnement, de comprendre les distinctions, juste que ce soit clair pour toi. Donc à chaque fois d'avoir une histoire d'une image mentale de chaque sujet qu'on aborde, quoi, de chaque... Ouais, ben, j'avais remarqué ça quand j'étais à l'école. Les seules fois où je détestais les mathématiques, c'était quand je n'arrivais pas à comprendre les mathématiques. Et quand j'arrivais pas à comprendre les mathématiques, j'arrivais pas à imager le calcul, la formule. Je sais pas comment je faisais pour imaginer une formule mathématique, mais j'y arrivais, d'une manière ou d'une autre. Et toutes les formules que j'ai comprises, c'est des formules que j'arrivais à imager. Soit à travers un contexte, soit à travers... je sais vraiment pas comment je faisais parfois. C'était vraiment... Ça avait aucun sens, mais il y avait une image. Et à partir du moment où il y avait une image, même si une formule mathématique ne crée aucune image en tant que telle, j'arrivais à en créer une. Et ça faisait que je comprenais. Donc, ça encore, c'est dans ta conscience. Hein. Ça va être quelque chose à développer de notre conscience, d'être capable d'être conscient, d'être capable d'observer, de voir quelles images apparaissent dans notre tête quand on parle, quand on explique, quand on pense à certains sujets. Parce que ça, encore une fois, ça va être très important pour le futur, ça va être très important pour la fixation d'objectifs, ça va être très important pour la répétition, ça va être important pour l'auto-manipulation, ça va être très important pour plein de trucs du développement personnel. Si tu es capable de prendre conscience de l'image qui apparaît à l'écran de ton esprit lorsque tu parles de quelque chose, que tu comprends quelque chose, ça veut dire que tu vas être capable aussi de voir quelle image apparaît lorsque tu parles de toi-même. Tu sais, quelle image tu as dans ta tête qui est censée représenter toi. Donc toi Mathieu, toi Alex, toi Ellie, toi Papa Régis, je ne sais pas si tu es encore ici. Oui, tu es encore ici. Donc tu sais, si lorsque tu penses à toi-même, tu as une image de, je sais pas, quelqu'un de malade, quelqu'un de faible, ou quelqu'un qui a du mal à avancer, quelqu'un qui est triste, qui apparaît dans ta tête, il y aurait peut-être des choses à mettre à jour dans ta vie, dans ta manière de penser, dans ta manière de te voir. Là, vous allez voir pas mal, tout est lié. Hein. Là, on peut aller même encore plus loin sur l'estime de soi. La troisième composante de l'estime de soi, c'est l'image de soi. Comment est-ce que tu te vois? Autant dans le miroir que dans ta tête. Enfin bref, donc
il y a même un livre complet qui a été écrit là-dessus, la cybernétique, la psychocybernétique, qui explique à quel point on a deux images de soi, l'image dans le miroir, l'image dans sa tête. Et c'est l'image qui est dans sa tête qui détermine là où on va dans la vie. Donc, dans les objectifs aussi, Bob Proctor expliquait que quand tu te fixes un objectif, tu ne vas jamais vers l'objectif. Tu vas vers l'image que tu as dans ta tête de l'objectif. Donc, si... Comment? C'est clair, je pense. C'est clair? Ouais. Ouais. Ah oui. OK. Fait que, est-ce que d'ailleurs vous aurez un exemple comme ça de... C'est pas vers l'objectif qu'on va, mais c'est vers l'image qu'on a de l'objectif? Moi, je sais que quand je fais du bricolage, la plupart du temps, j'ai le produit fini en tête, quoi. OK. Et tu vas... Et après, et après, je le mets sur papier, je prends des mesures et je vois si tout concorde bien, quoi. Et ça permet d'y arriver, quoi. Mais j'ai pas ça au quotidien sur ma vie personnelle, quoi. Pas encore, quoi. OK. Parce que c'est... et quand il dit tu vas vers l'image, d'après moi, ce qu'il veut dire, c'est... Là, on revient à une des lois du développement sur être capable de différencier ce qui est la réalité de ma perception de la réalité. Pour moi, l'objectif, c'est la réalité. Et l'image que tu as de l'objectif, c'est ta perception de la réalité. Donc, si mon objectif, c'est d'être santé, mais que j'ai jamais été éduqué sur la santé, que je sais pas du tout c'est quoi la santé, et que pour moi, être santé, ça veut dire avoir une certaine masse, tu sais, avoir quand même être... ou même peut-être, au contraire, je peux être anorexique, et pour moi, être santé, c'est voir mes os. Et c'est vraiment être hyper maigre et être capable de passer à travers des murs ultra fins parce que je suis ultra maigre et bon, je peux passer n'importe où. Et c'est limite se faire c'est tomber à n'importe quel coup de vent. Bon, si c'est ça pour moi être en santé, ben, même si la santé, dans la réalité, c'est pas ça, ben, je vais avancer vers cette image de la santé. Si je La perception de la réalité, c'est ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Je vais avancer vers ma perception de l'objectif. Donc le but, c'est de changer ta perception si tu veux changer des choses. Ben, c'est ça, c'est que la réalité, c'est la réalité. On s'en fout. C'est très important d'être capable de la voir, mais si tu veux avancer vers quelque chose, tu vas pas avancer vers la réalité à moins que la réalité soit identique à ta perception. Mais c'est très rare. Ouais. Puisque la santé en tant que telle, c'est vraiment une question de perception. Il n'y a personne qui va te dire c'est quoi la santé. Il y a des gens qui vont, tout le monde va se mettre d'accord sur plein de principes, mais il y en a plein qui vont dire qu'il faut manger des viandes, il y en a plein qui vont dire qu'il faut manger du poisson, il y en a plein qui vont dire qu'il faut rien manger du tout en tant que de viande, de poisson, tout ça. Il y en a qui vont dire... Ouais, chacun la sienne, tu veux dire, c'est ça? Chacun a sa propre image de ça. Ouais. Tu sais, pour moi, être en santé, c'est peut-être être juste capable d'aller prendre des marches dehors sans suer. Il y en a d'autres que pour être en santé, il va falloir que tu vois absolument tous les muscles de leur corps. Donc, ouais, faire du sport, ouais. Donc, tu vois, la définition de la santé est vraiment propre à chacun, tout comme la définition de la confiance en soi est propre à chacun, tout ça. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que comprendre le conscient, ça va nous permettre de vraiment bien distinguer ces choses-là. Donc, j'ai dérivé à partir du moment où je parlais de l'attention, donc notre conscience, ou plutôt le conscient dans la conscience. Le conscient va aller mettre l'attention vers là où il prête sa conscience. Donc, tout ce dont tu prends conscience de en ce moment, tu y mets ton attention. Donc, quand je dis tu vas aller chercher dans ton sombre du subconscient avec une lampe torche, la lampe torche, c'est un peu comme ton conscient qui va s'étendre jusqu'au subconscient. Et puis, ce qui va pouvoir aller chercher quelque chose, ça va être l'attention, ça va être l'énergie de l'attention. Mais ça, c'est des petits détails. Là. Le but, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Donc, de manière générale, tant qu'on est réveillé, on est conscient. Mais, tu sais, comme Ellie l'a expérimenté il n'y a pas très longtemps, quand tu fais des méditations, tu peux être réveillé et ne pas être conscient. Là, un état d'hypnose, et là, c'est des états altérés.
Mais on va pas se concentrer là-dessus, là, parce que là, on rentre dans plein d'autres sujets. Le monde de la psychologie, là, c'est très, 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 très large. Donc, ok. Donc, voilà. Donc, elle travaille à tout moment et nous sommes capables aussi de savoir qu'elle travaille, la conscience. Elle permet de ne pas réagir et la seule chose à laquelle on peut s'identifier de manière saine, c'est à notre essence du je, la conscience. Donc pour moi, tu sais, quand je parle de je suis, j'image ça, l'image qui apparaît dans ma tête, ça va être ce qui est derrière mon corps, qui est derrière mes émotions, mes pensées, tout ça, c'est ce qui observe tout ce que je suis capable d'observer en tant qu'être humain. Donc si je dis je suis quelque chose, on va dire je suis triste. Si je dis je suis triste, déjà ça sonne faux, c'est plutôt je me sens triste. Mais le je me sens triste, je le vois pas comme étant... en fait, je le vois comme n'étant pas moi. Je le vois comme étant mon corps. Donc mon corps ressent cette sensation de la tristesse que ma conscience, qui est dans mon corps, derrière mon corps, peu importe, observe. En gros, c'est ta pensée qui donne une émotion, quoi. Et vice-versa. C'est encore plus loin de savoir qui cause quoi, c'est juste d'observer. J'ai des pensées, et en fait, c'est ce qu'on développe avec la méditation, avec les pratiques spirituelles, c'est on va observer les choses jusqu'à prendre conscience qu'il y a un observateur qui observe. Il y a un observateur qui observe, tu sais, tout ce que tu vis. On dirait que les gens qui n'ont jamais fait de développement spirituel ou quoi que ce soit, qui n'ont jamais appris tout ça, ça peut arriver parfois que ça arrive naturellement, mais souvent les gens, ils vont juste voir le monde et la vie à travers les lunettes, les filtres de leur préconscience, de leur subconscient, de leur émotion, de leur ego. Donc leur conscient va toujours être filtré et influencé par tout ce qui se trouve dans le subconscient. Ça veut dire que si aujourd'hui je suis triste, tout d'un coup, les gens me veulent du mal, les gens ne me supportent plus, la vie est difficile, je deviens faible. Et j'y crois à ça. Parce que je suis identifié. Donc, de bien comprendre c'est quoi la conscience ou le conscient, de bien comprendre le conscient, d'être capable de le différencier, de le distinguer du reste, c'est un outil pour se désidentifier. Et donc de régler pas mal tous les problèmes qui amènent de la souffrance pour les êtres humains. Ellie, tu fais un petit peu de bruit très aigu. Je vais écouter mon micro. Donc, faut que vous me disiez hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas trop clair, à moins que vous attendiez que j'explique un petit peu plus pour que ça devienne clair. Répète ta dernière phrase, s'il te plaît. Ta dernière explication, c'est vrai comme il y avait un peu de bruit vite fait, j'ai pas tout capté. Puis t'étais un peu loin de ton micro. Ouais, attends, je vais répéter ça. Je vais le mettre dans ma main, comme ça va être. C'est gentil. Là, tu m'entends bien, là? Ouais, tip top. Merci. Good. Donc, je disais que de prendre conscience, ou plutôt de connaître, ou d'être capable de bien identifier, de distinguer ce qu'est le conscient du reste, c'est pour moi un des outils les plus grands aussi pour se désidentifier des choses. Se désidentifier de son ego, se désidentifier de ses émotions, c'est arrêter de voir la vie et le monde derrière le filtre de tes émotions, de ton ego, de tout le reste, mais plutôt de le voir à côté. Donc là, encore une fois... Ça semble quand même. Hein? C'est pas facile, ça. Oh, non, ben encore une fois, pour moi, c'est vraiment une question d'image. C'est une question d'imagination, de perception. Si tu arrives à imaginer ce qu'est le conscient, à imager ce qu'est le conscient, ce que sont tes émotions, à même les personnifier, de voir tes émotions comme des petits bonhommes, un peu comme dans le film Vice Versa, de voir tes émotions comme des petits bonhommes dans ta tête là, qui vont peser sur des boutons et te faire sentir des trucs. Voir tes pensées comme étant, je sais pas, des trucs qui flottent comme des nuages là, dans ta tête. Si tu arrives à les imager, ça veut dire que naturellement, tu sais que c'est pas toi. Oui. Ouais.
Donc, c'est vraiment l'idée que, je sais pas si tu l'as essayé, toi, Alex, ma méditation guidée, mais c'est vraiment l'idée que je veux partager à travers la méditation guidée. Non, faut que je l'essaye, je l'ai pas encore essayé. OK. Pour Ellie qui l'a essayé, c'est vraiment, tu sais, ce que je partage, c'est vraiment de voir tous les outils de ta vie, donc ta voix, tes pensées, tes croyances, tes émotions, ta force, tes mains, tout ça, c'est des outils. Ça veut dire que c'est dans le sens où tu as le choix de les utiliser ou non. Et de voir tout ça comme étant des choses qui sont avec toi, ce n'est pas toi. Encore une fois, on ne cherche pas ce qui est vrai, on cherche ce qui va aider. De savoir si tu es ton corps ou si tu es un être spirituel qui est dans un corps ou qui utilise un corps, on s'en fout. T'sais, si ça te convient mieux de te dire que tu es un corps et d'être vraiment terre à terre, ben parfait. Mais ça risque d'être un petit peu plus difficile d'imager ce genre de truc-là, ou à moins, plutôt, ça va se faire naturellement. Mais personnellement, ce que j'ai vu qui a le plus aidé de personnes, encore une fois, et qui m'a aidé moi, c'est vraiment de voir mon corps et tous les attributs du corps, tous les outils du corps, autant dans la tête, dans le cerveau que dans le physique, comme étant séparés, comme étant des choses qui sont avec moi, que j'utilise. Ça aide énormément. Je pense que tu veux dire, après, c'est quoi les outils alors pour arriver à séparer ça? Comment on va faire ça? Si tu veux une référence, il y a un petit chapitre du livre La guerre de l'art qui explique ça. Tout comme le 5e accord Toltec va expliquer ça aussi. Ok. Dans la guerre de l'art, en fait, il explique que, par exemple, Madonna, elle n'est pas Madonna. Madonna, elle a un prénom, elle a un nom, elle a une personnalité, elle a une vie derrière cet artiste. Mais elle est devenue une artiste aussi populaire parce qu'elle a compris et elle a maximisé l'utilisation de ses outils. Et j'avais fait un live avec Ellie, et donc Ellie va sûrement comprendre un petit peu plus là-dessus, sur la résistance, ce qui va permettre à quelqu'un d'observer la résistance et de ne plus se laisser vaincre par la résistance, donc les trucs comme la procrastination, puis tous les trucs qui résistent à notre évolution, à notre apprentissage, voilà. Ça va être, en partie, il y a un outil qui permet de bien battre la résistance, qui est justement de ne pas s'identifier à ces outils. Donc sur ce chapitre-là, il va expliquer c'est quoi les outils, mais très rapidement. Comme quoi Madonna, ses outils, ça va être sa voix, ça va être son visage, ça va être son corps, ça va être sa manière de chanter, ça va être sa créativité, ça va être ses pensées, ça va être son attitude qu'elle va avoir sur scène ou en vie privée, etc. Mais donc, Madonna, si elle était identifiée à son personnage, Madonna, à ses outils, ce serait très compliqué pour elle, puisqu'elle n'aurait plus vraiment de vie privée, de vie elle-même, de vie simple, parce qu'il faudrait qu'elle soit tout le temps Madonna. Alors qu'elle peut prendre le caractère de Madonna quand elle monte sur scène, et prendre le caractère de je sais pas c'est quoi son nom, quand elle est avec son mari, quand elle est toute seule, dans son bain. Elle n'est pas obligée de faire une prestation là, artistique, de chanter et tout ça dans son bain. Elle peut juste être elle-même. Mais d'être identifiée à ses outils, à sa voix, de penser qu'elle est sa voix, qu'elle est Madonna, qu'elle est tout ce que Madonna fait, ça peut apporter énormément de souffrance et donner plus de force à sa résistance. Puisque si jamais un jour elle devait perdre sa voix, ça veut dire qu'elle va perdre qui elle est. Elle n'est plus. Si je suis Madonna, si je n'ai plus la voix de Madonna, alors je n'existe plus. Et ça fait mal. Ça fait mal à l'ego, et ça fait extrêmement mal. C'est comme une crise identitaire. C'est souvent des crises là, de la quarantaine. Ça va être, entre autres, parfois, c'est prendre conscience que je ne suis pas tout ce que je pensais que j'étais. J'ai été plombier pendant 20 ans de ma vie, mais finalement, je suis peut-être pas un plombier. Ou alors, je suis peut-être plus qu'un plombier. Mais dans ce cas-là, je suis quoi? Et tu vois, ça c'est des questions là, philosophiques que plein de gens peuvent se poser de manière très maladroite et qui apportent plus de confusion qu'autre chose. Mais quand tu es guidé à travers une bonne instruction et que tu es capable de comprendre que toi, tu es le conscient, tu es dans ta conscience et que tout le reste, ce sont des outils,
Tout le reste, ce sont des choses que ton cerveau a gobées dans l'environnement, dans ton éducation. Tout le reste, c'est des choses qui ont été construites par l'environnement, à travers tes muscles, ton corps et tout ça. C'est pas toi, c'est des choses qui sont avec toi. Et donc, ça, c'est une forme de désidentification de l'ego, du soi, de voilà, tout ce qui fait partie de ton corps, là, de qui tu es, Alex ou Mathieu ou Élie, ou peu importe. Et ça fait que si jamais un jour tu devais, je sais pas, perdre une jambe ou changer de métier ou complètement te réinventer de zéro, il y aurait beaucoup moins de résistance dans ta vie puisque ton ego va plus être là pour te retenir puisqu'il sera mis de côté. Tu sais que tu n'es pas ton ego, donc tu vas voir ton ego qui va te dire « Hop, c'est dangereux, il faut pas changer, tout ça. » Alors que toi, tu es non, il faut changer parce que là, j'ai envie d'évoluer parce que ma vie ne me convient plus. Donc l'ego, il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Donc là, tu élimines énormément de résistance dans ta vie qui te permet de grandir beaucoup plus facilement et dans beaucoup moins de souffrance. Devenir plombier, changer de plombier à devenir coach ou changer de plombier à devenir vétérinaire ou quoi que ce soit, ça ne va plus créer de souffrance, ça ne va plus créer de résistance. Parce que tu n'es pas identifié à être plombier. Tout comme tu n'es pas identifié à être Madonna. Tout comme tu n'es pas identifié à je suis un chrétien qui a pensé toute ma vie qu'il fallait prier Dieu. Et là, oh mon Dieu, j'ai appris finalement qu'être musulman est plus adapté et beaucoup plus vrai. Et là, mon Dieu, c'est tellement difficile. Là, je me sens trahi toute ma vie. J'ai fait une fausse vie. Non. C'est juste, tu sais que toi, tu as la conscience. Tu as décidé d'adopter la croyance parce que ça t'a aidé, que Dieu était là, etc. Et maintenant, c'est un autre Dieu, ou alors c'est le même Dieu, mais sous un autre angle. Et c'est correct, il n'y a aucun problème. T'embrasses le changement. Une sorte de prise de recul. Oui. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Donc, mais en gros, ce que tu veux dire, c'est faire ça avec pratiquement tout qu'on a. Je veux dire. Au subconscient, entre guillemets. Ouais, je pense que ça va se faire vraiment graduellement. Le but, c'est pas de faire ça avec tout, mais graduellement, j'ai commencé avec mes émotions. C'est d'ailleurs un des enseignements de base de l'intelligence émotionnelle, c'est de prendre du recul sur ses émotions. Ça veut dire que lorsque je vis de la colère, c'est « Oh, attends, je suis en train de vivre de la colère. Je n'agis pas, je ne dis rien, je ne fais rien. Je prends du recul. Je suis en train de ressentir de la colère. À quoi est-ce que je pense en ce moment? Ah, je pense que l'autre est une mauvaise personne. Je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il me manque de respect. Je pense qu'il faudrait que je l'insulte. Je pense qu'il faudrait que je le frappe. Peu importe c'est quoi les pensées. Mais là, tu prends du recul. Et OK, toutes ces pensées-là, c'est des pensées qui ont été créées par ma colère. C'est pas des pensées qui me représentent. C'est pas moi, là. Là, je suis juste sous le filtre de la colère. Fait que je prends du recul. C'est une réaction à ton émotion. Exact, t'es en réaction. Et donc, ça veut dire que tu n'es pas conscient si tu es en réaction. Tu n'es pas en train de créer la situation, tu es en train de réagir. Alors que si tu prends du recul, ça te permet de réfléchir, de prendre conscience. Oh, OK, là, je suis en train de vivre de la colère. Et oh, OK, la colère m'amène des pensées. Et oh, OK, les pensées m'ont donné envie de passer à l'action. Mais est-ce que c'est adapté? Est-ce que ce que je vais dire est vraiment vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est adapté à la situation, à la personne, à l'état d'esprit que la personne est en face de moi, etc.? Là, souvent, la réponse, ça va être non. La réponse qui va être adaptée, ça va être si tu es en colère, tu vas dehors, prendre une marche, tu te relaxes, tu te détends. Une fois que tu es neutre, que tu te sens bien par rapport à tout ce qui se passe, la situation, toi-même et l'autre, là, tu peux revenir et tu peux avoir une discussion. Calme. Axée vers trouver une solution. Ça, c'est une des grandes parties, c'est une des grosses parties de l'intelligence émotionnelle. Et ce que ça fait que tu te désidentifies à tes émotions. Donc, tu arrêtes de voir le monde et de vivre selon comment tu te sens. Tu prends conscience qu'il y a une émotion qui apparaît. Tu prends conscience de l'impact que l'émotion a sur toi, le changement de vision, le changement de pensée, le changement d'envie de choses, etc. D'ailleurs, tu sais, comme la dépression va ne plus donner d'envie à rien, mais si tu n'es pas identifié, tu vas juste remarquer que tu n'as plus envie de rien faire, mais tu sais que c'est pas toi, tu sais que c'est pas ton essence, tu n'es pas en train de mourir, tu sais pas que tu vaux plus rien, c'est pas que tu n'as plus d'énergie dans la vie, que tu peux plus rien faire. Tu es juste en train de vivre une émotion très forte, un état très fort qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'effet secondaire. C'est tout un monde. C'est pour ça que je vous dis, les
6 grands manipulateurs, 7 là, avec les 6 intérieurs, il y en a un qui est externe. Les 6 grands manipulateurs internes sont extrêmement larges, extrêmement profonds, extrêmement importants, puissants à comprendre. Parce que là, tu sais, vous vous dites, ouais, c'est juste conscient, subconscient, les émotions. Je connais déjà les émotions, je connais déjà l'ego, je sais déjà c'est quoi. Mais là, qu'est-ce que ça va tellement beaucoup plus... Même moi, je pense avoir scratché juste la surface de tout ce que je peux comprendre là-dessus. Et j'en découvre de plus en plus tous les jours. Mais c'est des choses qui... C'est juste... Tu reprends contrôle. Tu reprends, tu sais, Ouais, c'est que tu n'es plus contrôlé dans ta vie. Tu sais, encore une fois, avec la citation que le cerveau, l'esprit est un très bon maître, mais un très mauvais serviteur. Excuse-moi, le cerveau est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. L'ego est un très bon serviteur, un très mauvais maître. L'ego n'a pas été fait pour diriger ta vie. Il a été fait pour t'aider dans ton parcours de vie, à s'assurer que tu survives, que tu sois intègre, que tu te sentes bien, que tu te développes, etc. Il n'a pas été fait pour contrôler ta vie. Les émotions n'ont pas été faites pour contrôler ta vie. Ils ont été faits pour t'envoyer des messages, pour t'aider à comprendre ce dont ton corps a besoin. Parce que ton corps ne parle pas, alors il faut trouver un moyen de ton corps de s'exprimer, et c'est à travers les émotions. D'accord avec toi. Donc, tu vois, comprendre tout ça, c'est très, 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 très bénéfique. Le plus dur, c'est d'agir, en fait. C'est pas après de comprendre si je sais. Ce sont les autres. Mais on les a tous, ces émotions. Ils nous prennent tous. Le plus dur, c'est de s'en décrocher. Dans le moment, c'est dur. Se décrocher de ça. Ouais. Tu vois, est-ce que tu expliques? Personnellement, ça a vraiment été un combat de compréhension. Parce que ça peut être très délicat, je dirais, de comprendre ce genre de choses-là, parce que c'est quasiment du profond, de la profonde philosophie de vie, là, ou de la profonde philosophie du soi, de tout ça. Et de la manière que les philosophes l'expliquent, là, c'est tellement complexe que, bon, c'est très difficile. Mais si tu arrives à imager ces choses-là et à vraiment les comprendre dans le concept, c'est-à-dire que si à chaque fois que tu prends conscience, en ce moment, je viens de reprendre conscience que j'avais une conscience, et là, je viens de intentionnellement, je viens d'intentionnellement porter mon attention sur mon pied, parce que je vois mon pied. Donc là, je viens de prendre conscience que j'ai un pied. Je le savais toujours, mais là, il est dans ma conscience. Il y a un deuxième habitant dans ma conscience. Et en plus de ça, là, j'ai la conscience sur mon pied, mais j'ai aussi ma conscience sur ma main qui est en train de tenir le micro. Donc là, j'ai mon pied et ma main et le micro qui est dans ma conscience et l'ordinateur qui est devant de moi. Fait que là, j'ai de plus en plus d'habitants là, parce que j'élargis ma conscience. C'est-à-dire que mon attention est de moins en moins puissante sur chacune des choses. J'ai beaucoup moins d'attention sur mon pied puisqu'il est réparti entre mon pied, ma main, le micro et l'écran. Maintenant, je viens de mettre ma conscience sur ce que je dis, sur ma voix. Là, je viens de mettre ma conscience sur ce que j'entends. Tu vois, fait que ma conscience, elle se promène partout. Donc, le but, c'est vraiment juste d'être capable de bien comprendre ça et de l'imager. Parce que si tu peux l'imager, tu peux commencer à le distinguer. Tu peux commencer à le séparer du reste. Et donc, à te désidentifier. Oui. C'est drôle, mais ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec mes parents quand j'étais petite, où à table, j'avais fait une crise de dissociation ou quelque chose du genre. Et ils m'avaient demandé à quoi je pensais. Et je leur avais dit quelque chose qui me fait pas mal rigoler. Et je leur avais dit, en fait, je suis une boule d'énergie. Je suis une boule jaune et je me balade dans mon corps. Ça m'a fait rigoler beaucoup mes parents, qui m'avaient bien pris pour une folle, évidemment, à ce moment-là. Mais maintenant, avec tout ce que tu dis, ça fait du sens, en fait. La conscience, c'est ni plus ni moins que ça, une petite chose qui a forcément une valeur spirituelle et énergétique, et qui se promène dans le corps et qui allume des capteurs au fur et à mesure de son passage, qui les éteint, tout simplement, et qui est totalement dissocié du coup du reste, de tous les sens, de tout ce qu'on ressent et de par quoi on se définit en général
cette petite boule d'énergie, on n'a rien à faire d'être française, de savoir parler ou d'être sourd. Juste, elle est là. Ouais, exact. Exact, t'avais tout compris. Ben, je le savais pas. Enfin, à ce moment-là, moi, ça... Ben, tu le savais peut-être, mais t'avais juste pas compris ce que tu observais. Mais ton conscient, ça peut être exactement ça. Ça peut être cette petite... Oui, c'est très bien décrit, hein, cette petite boule d'énergie qui se promène dans ton corps et qui allume des capteurs. Parce que c'est ce que j'avais observé quand j'ai commencé au tout début à faire des méditations et que je faisais des méditations guidées. Lorsque dans la méditation guidée, c'était des scans corporels, il disait maintenant concentre-toi sur ta main droite. Et là, je commençais à sentir plein de sensations dans ma main droite. Je commençais à sentir la chaleur, je commençais à ressentir plein de trucs. Et puis là, c'est concentre-toi sur ton avant-bras. Et puis là, dans mon avant-bras, il devenait tout chaud, il devenait aussi, tu sais, je commençais à sentir des trucs dessus. Et si je commençais à me concentrer sur mes genoux, par exemple, je sentais plus de chaleur ni de sensation dans ma main. Parce que toute mon attention, toute cette boule d'énergie était concentrée à allumer tous les capteurs de mon genou. Donc, oui. Ouais. Mais du coup, comment ça se passe quand tu te connectes à ton pied et à ta main? Ça veut dire que tu peux te diviser à l'intérieur de toi-même. Et du coup, tu grossis ou tu rapetissis en fonction si tu es dans tout le corps ou dans une seule petite partie. Je dirais que c'est comme un muscle. Ta capacité à te séparer et à rester fort, parce que tu sais, si tu te divises, c'est que techniquement, tu vas être 50% un, 50% l'autre. Donc, tu vas un petit peu moins ressentir ta main et ton pied, mais tu vas ressentir les deux. Et plus tu vas diviser, moins tu vas ressentir de manière précise. Alors que si tu te concentres sur la pointe de ton nez, tu risques de très très bien ressentir la pointe de ton nez, de ressentir tous les moindres petits trucs. C'est ce qu'on fait à travers la méditation Vipassana. Mais je pense que c'est comme un muscle, dans le sens où justement, à travers la méditation Vipassana, on faisait des scans corporels. Au début, on fait un scan, par exemple, de l'épaule à la main. Et une fois qu'on a fait le scan de l'épaule à la main et qu'on a réussi à tout ressentir, donc à ressentir toutes les sensations qui sont possibles de ressentir de l'épaule à la main, ensuite, on se concentre sur tout le bras. Et donc, vu qu'on vient de passer à travers toutes les sensations de l'épaule à la main, c'est plus facile de se concentrer sur l'ensemble de tout ce qui se situe entre l'épaule et ta main. Et là, tu arrives à ressentir plus ou moins les sensations qui se trouvent dans tout ton bras en même temps. Et puis après ça, tu fais ton bras gauche, et puis après ça, tu fais ta jambe droite, ta jambe gauche, ta tête, ton corps, bref, tu fais tout. Et une fois que tu as fait tout ton scan du corps, tu peux arriver, et c'est là que, tu sais, Goenka, l'enseignant, il se concentrait souvent sur dire ne vous attachez pas à cette sensation très agréable qu'est de ressentir tout le corps en harmonie, comme si ça... comme si c'était comme fluent, comme si c'était dans le flow, comme si c'était dans un flow, comme si ça coule. Fluide. Ouais, fluide, voilà. De ne pas s'attacher à cette fluidité, puisque c'est très agréable, c'est très plaisant, puis tu as comme l'impression d'avoir accompli quelque chose. Mais, éventuellement, tu vas perdre cette capacité à tout ressentir ton corps en même temps parce que tu as une douleur qui va apparaître, parce que tu as un désagréable qui va apparaître, parce que tu as une pensée qui va apparaître. Bref, il y a quelque chose qui va faire que ça va changer. Mais au moins, tu sais que tu es capable. Et plus tu vas t'entraîner à le faire, plus tu vas être capable de ressentir tout ton corps en même temps. Et là, ça, c'était les premières étapes, mais il expliquait que si tu refais Vipassana, si tu le pratiques sur le long terme, sur des années, tu peux éventuellement arriver à ressentir non seulement toutes tes sensations sur ta peau, mais aussi à l'intérieur de ton corps, ressentir tous tes organes, jusqu'à ressentir tous tes muscles, jusqu'à ressentir même la circulation du sang dans ton corps, jusqu'à ressentir la moindre cellule de ton corps. Et c'est là que... C'est rigolo parce que ça, là, tout doucement, ce que tu racontes, c'est mes bases d'ostéopathie énergétique, quoi. Ben, génial. Parce que globalement, moi, je concentre mon énergie, je concentre mon attention dans ma main, pour savoir ce que je ressens. Mais le but du jeu, c'est de ressentir ce que l'animal ou la personne sur laquelle j'ai ma main envoie, et de sentir les mouvements et de sentir les émotions de la personne en face, quoi. Ouais. Mais il faut d'abord se concentrer sur sa propre main pour pouvoir sentir, et après, en mettant son attention plus ou moins sur un organe, donc on s'aide en se rapprochant la main de l'organe en question,
mais ça nous permet de scanner cet organe et de se dire, tiens, où on en est où? Comment va-t-il? Est-ce qu'il bouge bien? Et tous les mouvements qu'on ressent, en fait, c'est des formes d'énergie, quoi. Peut-être un peu moins légère, c'est plus ancré dans la matière quand même qu'une sensation, qu'une pensée, mais c'est ça. Enfin, le but du jeu, c'est de faire le vide, de ne plus rien ressentir, de ne se concentrer que sur ce que la main ramène comme intention, pardon, pas intention, mais comme sensation, quoi. Ouais, en fait, comment dire, tu vas aiguiser ta conscience de sensation dans ta main jusqu'au point où tu vas être capable de prendre conscience de tous les changements que l'animal va apporter comme sensation dans ta main. Et du coup, je peux interagir avec lui. Ouais. Mais là, avec ton histoire de te faire un scan du corps complet, si tu en es capable et de voir là où sont tes blocages et de te glisser dans tes blocages pour pouvoir les comprendre, tu arriveras à les lever, quoi. Et dans ces cas-là, tu n'as plus besoin d'ostéopathe, quoi. Tu es capable de faire ton ostéopathie toute seule, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Ah, ça demande beaucoup, ça demande beaucoup de pratique, mais après, c'est sûr que bon, tu sais, c'est pas l'objectif de vie de tout le monde d'arriver à ce point de maîtrise là où tu arrives à disséquer ton propre corps, tu sais, à tout changer toi-même. Tu sais, parfois, ça peut être juste très bénéfique d'aller chercher quelqu'un qui a déjà passé 40 ans de sa vie à pratiquer ça et à maîtriser ça et qui va faire ce travail en quelques minutes. Mais j'ai entendu quelqu'un qui disait que 40 ans d'expérience, ça voulait pas dire grand-chose. Parce que si c'était 40 ans de merde, c'était pas forcément terrible. Je sais plus qui c'est qui a dit ça. Les gens, c'était sur TikTok. Ouais. Oui, tout à fait. 40 ans d'expérience, ça veut pas dire grand-chose si tu as répété la même chose que tu as appris pendant 1 an durant les 40 ans. Oui. Voilà. Mais si c'est quelqu'un qui a pratiqué pendant 40 ans un approfondissement, aller plus loin, comprendre plus, élargir ses connaissances, ses compétences, en plus d'élargir sa perfection, là, oui, ouais, ça vaut le coup. Mais n'empêche que ça, c'est les bases de l'ostéo. C'est les bases de sentir les mouvements, de sentir les choses. Et ça, pour sentir les mouvements, bah, faut se concentrer, quoi. Enfin, faut s'y mettre. Ouais, bah, c'est super. Merci de me le dire, je savais pas. Avec plaisir. Donc ça doit être super intéressant tout ça, l'ostéopathie. Ah ouais, j'adore ça. C'est génial. Et là, pour le coup, en image interne, j'ai plein de choses, quoi. J'ai plein de... c'est très visuel parce que il faut essayer de faire quelque chose de toutes ces informations qui arrivent, quoi. Donc, avec un support d'anatomie, on imagine un peu le déplacement, on imagine l'endroit où on se faufile, enfin, en tout cas, où la pensée a fini par arriver. On visualise le blocage, enfin, c'est rigolo, quoi. Ouais. Et ça doit sûrement beaucoup t'aider d'être capable de le visualiser, de l'imager. Là, pour le coup, oui, ça m'aide bien. Mais c'est vrai que je me trouve dans ces cas-là dans un état que je n'arrive pas à mettre en pratique sur moi au quotidien, quoi. Il faudrait que je le travaille de la même façon, quoi, du coup. Après, c'est toujours la même chose, hein, c'est de la pratique. Plus tu vas le pratiquer, plus tu vas développer ta capacité à percevoir les petites choses, les petits changements et de pouvoir avoir une influence dessus. Donc, je pense que ça doit commencer à prendre pas mal de sens pour tout le monde. Ouais. Alex, t'es toujours avec nous? Yes. Ah, ok. Et puis Papa Gis, je sais pas s'il nous écoute, mais il est présent. Je sais pas s'il y a eu des messages sur discussion live, peut-être qu'il a parlé. Non, c'était Ellie. Parfait. Ok, good. Bon, on va continuer. Attends, ça fait combien de temps qu'on est là? Je sais pas. Ça fait... Est-ce que je vois ça quelque part? 1 heure. Ok, parfait. Donc, il y a encore des petits trucs à expliquer, mais c'est juste pour encore vraiment s'assurer que ce soit le plus clair possible. Donc, on avait dit qu'un exemple simple pour bien comprendre la conscience, c'est comme une lampe torche. On peut voir ça comme une boule d'énergie, comme Ellie dit, qui va allumer des capteurs. C'est très bien dit aussi, c'est très accurate, c'est très précis, c'est très... ça correspond bien. Quoi? Approprié. Ouais, voilà. Approprié, ça correspond.
Donc, c'est ta vision. En ce moment, tu m'écoutes, mais ça ne veut pas forcément dire que tu es conscient. Tout comme les choses que tu vois, ça ne veut pas dire que tu les regardes. Plutôt tu m'entends. Voilà. C'est là où, encore une fois, la puissance des distinctions, ou l'importance des distinctions peut aider. C'est on peut entendre, mais ne pas écouter. Et on peut voir, mais ne pas regarder. Le meilleur exemple pour comprendre ça, ça va être lorsqu'on est au téléphone. Si tu es au téléphone en train de parler avec ta mère, par exemple, et tu es en train de lui expliquer pourquoi hier tu es arrivé à 1h du matin et pas à 11h comme tu lui avais promis, eh bien, tu vas lui parler, tu vas te concentrer sur ce que tu dis avec elle, tu vas te concentrer peut-être sur ce que tu ressens, sur ce qu'elle te dit, qu'est-ce qui va arriver quand tu vas aller la voir, les conséquences de tout ce qui s'est passé. Donc, tout ce que tu es en train de regarder, là, si tu es dehors en train de marcher dans la rue, tu es en train de regarder à rien du tout. Tu vois toutes ces choses-là, mais tu n'es pas du tout conscient que tu les vois parce que tu portes aucune attention dessus. Toute l'attention, elle est portée vers les images mentales de ce qui va se passer dans le futur. Elle est portée vers ce que tu entends, vers ce que tu écoutes, vers peut-être en train d'imager ta mère en colère, etc. Et donc, en ce moment, quand tu es au téléphone, la plupart du temps, les gens voient les choses, mais ils ne regardent pas les choses. Ce qui fait que la vue n'est plus dans la conscience. La vue tombe dans la subconscience. Elle a été déléguée au subconscient. Et le subconscient, ben là, c'est les programmes qui se mettent en route, les programmes de survie, qui vont juste s'assurer qu'il n'y a aucun danger ou qu'il n'y a rien d'hyper important pour toi. Tu sais, là, selon le filtre de pertinence, je ne sais pas si vous avez lu dans les définitions ce qu'est le filtre de pertinence, j'ai écrit dans le salon des définitions. Donc, le filtre pertinent va déterminer ce qu'on est capable d'observer à travers nos sens. Donc, lorsqu'on délègue notre vue au subconscient, ça veut dire que notre vue va être ramenée à la conscience uniquement s'il y a un danger ou s'il y a quelque chose de pertinent. Mais le danger va être pertinent, donc c'est uniquement s'il y a quelque chose de pertinent. Selon ton subconscient, selon ton programme, selon la manière dont tu as été éduqué, la manière dont tu as grandi, etc. Dans la culture dans laquelle tu es, blablabla. Si tu es né en Russie, peut-être que si tu vois une bouteille de vodka par terre, ça va être pertinent et tu vas voir cette bouteille de vodka même si tu es au téléphone avec ta mère. Tu vas prendre conscience qu'il y a une bouteille de vodka par terre. Mais peut-être que, je ne sais pas, si tu as été élevé dans une famille végane, ultra santé, tu vas parler à ta mère, tu vas être dans la même discussion, mais tu vas absolument pas voir toutes les bouteilles qui pourraient se trouver par terre parce que pour toi, l'alcool, c'est pas du tout pertinent dans ta vie. Donc, encore une fois, ça, c'est être capable de bien imager, de séparer les choses qui sont dans notre conscient, de notre subconscient. Ce genre de distinction peuvent vous aider. De prendre conscience quand tu es en train de juste voir les choses ou quand tu les regardes. Quand tu les regardes, tu es en train de mettre de la tension dessus. Quand tu les vois, c'est juste tu les vois. C'est-à-dire que l'information rentre dans ton cerveau, mais tu y mets pas forcément beaucoup d'énergie. Aucune, en fait. Donc c'est ça, on est tellement concentré à parler, à écouter, qu'on pense que la vision, elle est déléguée. Donc, la préconscience qu'on voit juste en dessous du conscient, donc c'est à la surface du subconscient, donc c'est les choses qui sont accessibles. Donc, c'est dans le cas où on est dans le téléphone, la vision, du coup, elle passe pas au subconscient, mais elle passe dans le préconscient, puisque tout ce qui est dans notre vue est très facilement accessible. Donc, ça va être dans le préconscient. J'avais pris quelques notes là, pour m'assurer qu'on puisse faire le tour de tout ce qui va être le plus important. Alors, et voilà, donc plus on élargit notre préconscience à travers la pratique, donc la pratique de l'observation, scan corporel, de la pleine conscience quand tu es en train de manger, de bien ressentir toutes les sensations dans ta bouche, dans ton corps, etc. Pleine conscience quand tu marches, de bien ressentir tes pieds, tes jambes, le vent. De pratiquer la pleine conscience, en gros, c'est de pratiquer le fait d'élargir sa préconscience ou l'accès, le nombre de trucs auxquels tu peux avoir accès à la conscience en même temps. Donc, c'est pas mal ça. Ça fait du sens, hein, les exercices de pleine conscience. Tu deviens pleinement conscient de ce qui se passe. Donc, si au courant de ta vie, tu n'amènes jamais tes émotions à ta conscience, par exemple, tu n'auras jamais la possibilité de choisir quel impact elles auront dans ta vie. Donc, tu les laisses faire ce qu'elles veulent, puisque tu vas être en fait identifié à elles, puisque tu sais même pas, tu n'es pas capable de les identifier, de les voir, de les séparer du reste. Donc,
tu vas voir la vie derrière elles. Tu vas les laisser se mettre devant ta vision. Et donc, que ce soit bon ou mauvais pour toi, ben, on va penser que c'est normal parce que ça a toujours été là. C'est comme si tu naissais avec des lentilles qui te fait que tu vois flou, ben, tu vas penser que c'est tout à fait normal de voir flou. Jusqu'au jour où tu vas te rendre compte que les lentilles ne sont pas toi, que ça ne fait pas partie de ton corps. Là, tu vas les enlever et puis, oh, tu vas voir ce qu'est réellement la vie. Désolé, Ellie, je n'avais pas d'autres exemples. Moi, j'ai rien dit. Non, mais juste au cas où ça te touche ou quoi que ce soit. T'inquiète pas. Est-ce que c'est un sujet qui est sensible pour toi ou pas? Pour l'instant, non. Ok. D'accord. Donc, on avait parlé un petit peu hier des prises de conscience. Donc, ça veut dire qu'on prend conscience d'une chose. Donc, la prise de conscience vient par l'accès d'une nouvelle manière de percevoir un événement. On peut avoir 15 prises de conscience sur un même événement sans qu'il y ait d'impact concret. C'est juste qu'un jour, on va faire suffisamment de prises de conscience, on va faire des prises de conscience suffisamment profondes qui vont créer des liens qui vont faire tellement de sens que tout d'un coup, on va commencer à écrire dans un journal tous les jours. On va commencer à fixer nos habitudes quotidiennes, à bien prendre conscience de nos habitudes, etc. On va commencer à, je sais pas, se fixer des objectifs pour le jour, pour la semaine, pour le mois, qu'on va commencer à se dire des belles choses devant le miroir le matin en se levant, à travailler sur l'estime de soi. Bref, on va commencer à prendre conscience à quel point manger santé est important. Quand on aura fait suffisamment de liens pour que ça crée du sens, que ça donne du sens pour nous et que ce sens ait un impact émotionnel fort. Prendre conscience, c'est juste être capable d'observer quelque chose sous un nouvel angle en ayant fait de nouvelles connexions qui donnent un sens plus profond à la chose. Donc, on en avait déjà parlé un petit peu hier. Donc, en gros, ce serait comme simplement rajouter une pièce du puzzle à une chose qu'on pensait comprendre. Donc, pour qu'elle change réellement notre vie, la prise de conscience doit être profondément intégrée par un impact émotionnel fort qui marque, par expérience, la force de cette nouvelle perception des choses. Donc, si tu as une nouvelle perception des choses, mais qu'il n'y a pas d'impact émotionnel fort par une grosse logique ou par peu importe, ben, il y a de fortes chances que tu ne passes pas à l'action par rapport à la nouvelle prise de conscience. Ou alors tu vas te dire « Oh, c'est cool, à partir de demain, je vais faire attention à ma santé. » Mais vu que la prise de conscience n'a pas été assez forte, tu vas peut-être le faire pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, et puis tu vas arrêter parce qu'il n'y a pas suffisamment profondément de sens pour toi. D'où un principe des lois du développement, la répétition, pour s'assurer que cette prise de conscience continue à s'approfondir et qu'elle reste active, qu'elle reste consciente. Que tu restes conscient de l'importance de ce que tu viens d'apprendre, des prises de conscience que tu viens d'avoir. C'est aussi pour ça que j'ai créé un salon prise de conscience sur le serveur VIP, que pour l'instant personne n'utilise. J'avais pensé à l'utiliser un petit peu plus souvent parce que j'avais noté moi-même toutes mes prises de conscience, mais je les ai notées sur une application de notes. Je pourrais vous les partager si vous voulez, si ça peut vous aider. Mais si vous écrivez sur ce salon à chaque fois que vous avez une nouvelle prise de conscience, aussi banale qu'elle soit, si ça semble être important ou utile dans votre vie, c'est une prise de conscience. Le simple fait de la noter, ça apporte un peu plus de conscience, d'importance, d'attention à cette prise de conscience-là, qui fait que vous avez un petit peu plus de chances qu'elle vous impacte positivement dans votre vie et qu'elle dure sur le long terme. Parce que là, vous venez de faire une répétition. Vous avez une prise de conscience, vous avez répété parce que vous y avez réfléchi, vous avez répété parce que vous l'avez écrit, et puis peut-être qu'à force d'écrire une prise de conscience des autres, vous allez aussi relire la prise de conscience que vous aviez écrite avant, et puis vous rendre compte de votre évolution et à quel point ça vous a impacté. Si ça vous a impacté, parfois ça ne vous impactera pas. Mais voilà. Donc, tous les outils que j'ai mis sur le groupe VIP ont réellement un intérêt. Après, c'est soit vous prenez conscience de leur intérêt ou pas, ou peut-être que juste certaines personnes n'en auront juste pas besoin parce que vous avez peut-être d'autres outils qui amènent au même résultat et c'est très bien. Mais voilà, je vous l'explique juste pour que aussi vous compreniez pourquoi est-ce que ce salon-là, par exemple, était là. Ok, d'accord.
Donc, rajouter une nouvelle prise à notre changement impressionnément fort. Donc, même par son fort impact, il se peut que la personne ait besoin d'expérimenter cette prise de conscience plusieurs fois avant que ça s'intègre à son système de croyance et donc à l'inconscient, au subconscient et donc dans les habitudes. Bon, le subconscient, c'est tout ce qui... On va, par notre conscience, par notre conscient, par la répétition consciente de quelque chose, on va aller... C'est comme si à chaque fois qu'on mettait la conscience sur, par exemple, l'intelligence émotionnelle, sur prendre du recul sur ses émotions, on va aller mettre une brique sur ce personnage qu'est les émotions. Et plus on va mettre de briques dessus, ben, plus il va descendre dans l'eau. Il va descendre du préconscient jusqu'au subconscient. Mais en même temps, tu crées la force aussi de le remonter. À chaque brique que tu mets dessus, tu deviens plus fort. Tu es toujours capable de la remonter. Mais si tu commences à avoir 15, 20, 30 briques, ça va descendre dans le subconscient. Ça va descendre dans le plus profond. Jusqu'à ce que ça finisse par aller s'ancrer en toi. Et c'est comme si, dans la métaphore, c'est comme si tu arrivais à aller faire un tatou dans le creux de ton subconscient, dans le creux de l'iceberg. Donc, avec ta brique, ben, tu permets à cette chose-là d'aller profondément dans l'eau et d'aller écrire dans le creux de l'iceberg, faire un gros tag sur « Hey, les émotions, c'est ça. » Et puis, quand on a une émotion, on l'observe et on ne réagit pas tout de suite. Puis là, ben, ça vient de s'intégrer en toi, ça fait partie de ton identité, de ta personnalité. Et ça fait que tu n'auras même plus besoin de consciemment réfléchir et de penser à prendre du recul sur tes émotions. Ça va faire partie de toi, de qui tu es. Donc, de développer sa conscience, de développer par répétition quelque chose consciemment, ça te permet aussi plus tu te concentres sur quelque chose, un mensonge répété suffisamment longtemps devient une vérité, ben, ça marche avec pas mal tout. Une croyance répétée suffisamment longtemps devient une certitude. Et ça va forger après notre identité. Et ça, on va en parler, là. C'est le 3, 4, 5e, peu importe dans l'ordre. C'est un des 6 manipulateurs, les croyances. Les croyances, les pensées, l'ego, les émotions, le subconscient, le conscient. Donc, jusque-là, tout va bien? Ouais. On a presque terminé, puis si vous avez des questions, on pourra aller un petit peu plus loin, et puis au cours de la semaine aussi, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous viennent. Donc le conscient, et ça, il y a sûrement, encore une fois, là, vous comprenez peut-être, vous avez fait quelques prises de conscience, vous faites quelques liens, mais peut-être qu'au courant de la semaine ou des mois qui viennent, vous allez vivre des expériences, vous allez être capable d'observer que « Oh, ça c'est la conscience, oh, ça c'est le subconscient, oh, ça c'est des croyances, oh, ça c'est des réactions ». Et plus vous allez vivre des expériences, plus vous allez comprendre en profondeur et faire des prises de conscience et bien intégrer la différence, la distinction entre la conscience, la subconscience, le conscient, le subconscient, tout ce qui est dans le monde du perceptible, dans les angles morts, etc. Donc, le conscient permet de penser, c'est la partie du cerveau qui peut réfléchir, mais peut aussi permettre de recevoir des pensées de d'autres parties du cerveau. C'est lorsqu'on est identifié à son ego, on va avoir des pensées qui vont venir de l'ego, mais c'est pas des choses qu'on va créer activement. Donc on peut, oui, créer notre pensée, mais on peut aussi recevoir des pensées. Tout comme dans le livre de Eckhart Tolle sur le pouvoir du moment présent, il explique qu'on peut même recevoir des pensées ou des sensations, des émotions qui viennent d'une énergie collective, qui peut venir de ta ville dans laquelle tu es, qui peut venir du fait que tu es une femme ou un homme, et sur comment les femmes ou les hommes ont été traités dans les centaines d'années du passé. Donc ça, encore une fois, comme je l'ai dit hier, j'en connais pas assez sur ce sujet-là pour vous l'expliquer, mais j'ai tendance à y croire, à accepter l'idée que ça existe, j'ai entendu plein d'histoires de personnes qui ont eu des pensées qui ne leur appartenaient pas. Donc, après, de toute manière, que la pensée t'appartienne ou pas, l'objectif est le même, de arrêter de s'identifier. Arrêter de s'identifier à ça. Donc, juste savoir qu'une pensée, c'est une pensée. Et moi, je suis celui qui observe la pensée et qui décide si oui ou non, je dois faire quelque chose avec la pensée. Et je vais aussi vous expliquer plein de trucs par rapport à fait de se sentir coupable et tout ça. On va en parler sur le chapitre de la pensée. Donc,
Donc, de recevoir des pensées. Les milliers de pensées que le cerveau peut générer par jour sont triées selon leur pertinence. Est-ce que tout le monde ici a lu le texte sur le filtre pertinent? Est-ce que tout le monde comprend bien c'est quoi le filtre pertinent? Ouais. Je l'ai lu, oui. Désolé. Toi, Alex, tu comprends bien? Je crois à peu près ce que tu veux dire, s'il faut, je le relirai, ouais. Ok. Et toi, Mathieu aussi? J'ai lu le truc. Enfin, tu t'avais écrit quelque chose dessus, non? Ouais. Ouais, donc je l'ai lu. Ok. Je me rappelle plus exactement des détails, mais je l'ai lu. Ok. En fait, pour résumer très rapidement, le filtre pertinent, ça va être... on pourrait rajouter dans le dessin, tu sais, comme s'il y avait... comment on pourrait dire ça? Par rapport à ça, ça va être... Je pense que ça pourrait être la surface de l'eau. Tu sais, à la surface de l'eau, c'est... Il y a plein de choses qui vont essayer d'aller à la conscience depuis le subconscient. C'est comme si, tu sais, cette image-là n'était qu'une toute petite partie de la vraie image. Tu sais, on va dire que là, on dézoome et on voit la planète. Et sur toute la planète entière, toi, tu es capable d'observer ce qui se passe sur toute la planète. Ton conscient est capable d'observer non seulement ce qui se passe sur l'iceberg, mais aussi tout ce qui se passe sur le continent, sur la forêt, etc. Tout ça, c'est plein d'informations. Ton conscient, disons ton corps, toi en tant qu'être humain, donc pas juste ton conscient, ton subconscient aussi. Ton corps, ton cerveau, à travers les 5 sens, peut capter toutes les informations de tout ce qui se passe autour de toi. Donc, en ce moment, peut-être que tu n'es pas conscient des bruits qui se trouvent autour de toi, mais ton subconscient, lui, il les capte. Et il va les analyser, savoir s'il y a un danger ou s'il y a quelque chose de pertinent. Ce qui, au final, est la même chose. Si c'est dangereux, c'est pertinent. Donc, le filtre pertinent, c'est vraiment un outil, voilà, que je le répète encore pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais c'est un outil qui a été construit tout au long de notre évolution. Et c'est ce qui nous permet en grande partie d'être en vie aujourd'hui. Puisque on a délimité avec notre instinct, alors, ça fait peut-être partie de notre instinct, ça fait peut-être partie de notre ADN, je ne sais pas, mais on a pu délimiter de manière subconsciente, d'observer et de comprendre de manière subconsciente si quelque chose représentait un danger ou pas, simplement par le fait de le capter avec nos sens. Si on voit un lion, un enfant de 2 ans qui n'est pas du tout conscient et qui n'a rien développé, il va trouver le lion mignon. Il va se dire, ah, je vais aller jouer avec le lion. Quand tu es un adulte et que tu as un instinct qui a été développé, qui prend le dessus, que tu es autonome et tout ça, tu vois le lion, tu n'as même pas besoin de réfléchir, tu sais qu'il faut t'en aller. Tu sais qu'il faut te mettre en sécurité. Tu sais que c'est un danger. Peut-être que ça se résume avec l'expérience des souris qu'on a parlé hier, là, sur le fait que c'est une souris qui a été électrifiée à chaque fois qu'elle ressentait une odeur d'hibiscus. 6 générations plus tard, ils avaient peur de l'odeur d'hibiscus. Peut-être que nos ancêtres ont été bouffés par des lions. Donc aujourd'hui, on sait qu'un lion, sans vraiment le savoir, c'est subconscient, mais on sait que c'est dangereux. Parce que selon ton cerveau, l'information de voir un lion ou de ressentir un lion ou d'entendre un bruit de feuilles qui se brisent ou d'un bruit de branches qui se brisent dans le milieu d'une forêt tropicale, ça représente un danger. Donc, c'est pertinent pour toi parce que ça va te permettre de survivre ou ça va te tuer. Donc, bref, tout ça, c'est plein d'informations. Ton subconscient, il capte absolument tout. Tout ce que tu vois, tout ce qui est accessible par ta vue, tout ce qui est accessible par ton ouïe, par tes sens, dans ton corps, les sensations, les douleurs, les tensions, tout ça, ton corps est conscient de ça. Le subconscient, c'est sûrement la partie la plus consciente de ton corps. Mais on ne dit pas qu'elle est consciente parce qu'elle ne peut pas créer, elle ne peut pas vraiment. Bon, bref. Mais elle est constamment, consciente, aware, elle est constamment en contact, en train de savoir exactement tout ce qui se passe à travers les 5 sens. Et ça, toutes ces millions de milliards d'informations-là vont être amenées à la conscience uniquement si c'est pertinent. Donc voilà pour le filtre pertinent, en gros. Donc, tout ça pour dire que les milliers de pensées que le cerveau peut générer par jour, tout comme les milliers de sensations qu'on peut avoir, tout comme les milliers de sons qu'on va entendre, vont être triés selon leur pertinence. Et ce qui est pertinent est défini selon l'importance qu'on donne aux choses qui entrent dans la conscience.
Plus on pense à quelque chose et plus on donne de l'importance à cette chose-là ou qu'on se concentre sur un type de pensée en particulier, plus ça va devenir pertinent pour notre cerveau. Et comme n'importe quel réseau social, un algorithme se crée. Le cerveau ne réfléchit pas, on se rappelle, le cerveau enregistre ses informations et tire des conclusions. On peut appeler ça un algorithme. Un algorithme se crée et donc l'algorithme, ça va être le filtre pertinent. On est en train de former le filtre pertinent pour lui expliquer comment réagir et comment fonctionner. En sachant qu'il n'est jamais terminé, hein, le filtre pertinent va être constamment mis à jour selon ce que tu lui dis de faire et de trier. Et donc, le subconscient ne va amener à la conscience seulement ce qui lui semble pertinent. Donc, pour trouver des idées d'invention chaque jour, des idées créatrices, des idées changeantes, on doit juste consciemment se concentrer à trouver de nouvelles inventions chaque jour, de nouvelles idées, à être plus créatif, jusqu'à ce que le subconscient intègre que c'est le genre de pensée quotidienne qu'on cherche, jusqu'à ce qu'il intègre que c'est pertinent pour nous. Donc, non seulement notre conscience est un outil de création, mais c'est aussi un outil de programmation. C'est un outil qui est fortement relié aux 5 autres manipulateurs. Puisque la manière dont on utilise notre conscience enseigne à tout ce qui est dans la subconscience comment agir, comment fonctionner. Je ne sais pas pour ceux qui me suivent longtemps, il y avait un certain moment où je faisais beaucoup de vidéos ou de live où j'expliquais qu'on éduque notre cerveau à chaque action ou choix qu'on fait. C'est exactement ce que je voulais dire. On éduque notre cerveau à chaque choix qu'on fait, dans le sens où, consciemment, on dit à tous nos programmes subconscients comment fonctionner. Donc, si vous voulez retenir seulement 2 choses les plus importantes dans tout ça, 3 choses. Les 3 choses, elles sont écrites dans les lois du développement. Être capable de distinguer la réalité de la perception de la réalité. Être capable de distinguer quand on crée ou quand on réagit. Donc, quand notre comportement est déterminé par la conscience ou déterminé par la subconscience. Ou alors, et le 3e, la répétition. De comprendre l'importance de la répétition consciente. Ou inconsciente, hein, que je sois consciente ou inconsciente, peu importe. Mais le truc, c'est que quand tu fais une répétition consciente, c'est que tu fais, je l'espère pour toi, je l'espère pour vous tous, que vous répétez des trucs qui sont alignés avec ce que vous voulez. Parce que si vous répétez des trucs, ça veut dire que si vous vous concentrez sur les problèmes, les trucs qui ne marchent pas, les trucs que vous n'avez pas envie d'avoir, etc., vous êtes en train d'enseigner à votre cerveau que ce qui est pertinent, c'est ça. Et que comment il faut réagir à la vie, comment il faut voir la vie, comment il faut comprendre la vie, c'est par rapport à ça. Donc, les 2 distinctions, la réalité, perception de la réalité, la distinction de la création, réaction, et puis comprendre le principe de la répétition, la profondeur et la puissance de la répétition. Donc, j'ai comme l'impression que dans les 10 premières minutes où je vous parlais du conscient, ça avait juste l'air d'un truc ultra compliqué qui ne sert à rien de comprendre. J'espère que votre perception maintenant de la conscience, du conscient, et donc de tout ce qui s'en vient dans les semaines prochaines, commence à se clarifier un petit peu sur pourquoi est-ce que ça va vous aider, vous et toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, de comprendre et de bien imager ces choses. Oui, ça serait. Good. On va dire que les 3 derniers points, ils sont plutôt assez explicatifs. On comprend. Ouais. Dans le sens où ça t'aide? Ouais. Ouais. Plus où je dirais que, après, par rapport au science, c'est personnel, mais comme on réagit par rapport à ça. Ou est-ce qu'on l'a mis en pratique ou pas? Peut-être de la mauvaise manière, en fait, je dirais. Moi, personnellement. Ouais. C'est plus tu vas développer ta faculté de distinguer et de bien définir ta conscience et de la distinguer du reste, plus aussi tu vas être capable de t'assurer que ta conscience, tu l'utilises de la bonne manière. C'est ça, exactement.
C'est ce que je dis. Ouais. Et évidemment, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous partage ici, ça va être fortement, mais fortement relié aux lois du développement. Parce que les lois du développement, je les ai formées, je les ai fondées et écrites après avoir compris ces choses-là. Ok. Puisque ben, c'est après avoir atteint un niveau de compréhension, de perception dans ma vie qui me permet ben, de bien vivre pas mal toute situation et de me développer de manière ben, très saine, que j'ai pu ben, voir un petit peu. Tu sais, j'ai enlevé les angles morts, j'ai éliminé de plus en plus d'angles morts dans ma vie, ce qui m'a permis de voir clairement de plus en plus comment les choses fonctionnent. Puis encore une fois, je suis loin d'avoir fait le tour de tout ce qu'il fallait que je comprenne et observe. Je suis encore jeune dans mon apprentissage, je suis encore tôt dans ma compréhension du monde et de la vie. Mais, comme on a vu hier, quand on pense comprendre quelque chose, c'est juste qu'on a atteint un niveau satisfaisant de compréhension de quelque chose et je commence à être pas mal satisfait de l'ensemble des conclusions que j'ai réussi à créer et qui font du sens. Et cette satisfaction m'a permis d'écrire les lois du développement et d'avoir confiance au fait que les lois du développement fonctionnent et sont efficaces. En ayant compris tout ce qu'est la conscience, peut-être que maintenant d'aller revoir les lois du développement et de les lire, ça va peut-être faire encore plus de sens. Tu sais, dans les lois du développement sur voir et savoir, il y a réaction-création. Ça, maintenant, vous allez un petit peu mieux le comprendre. Le troisième point, c'est désidentification. Le deuxième point, c'est cœur séparé de mental, savoir distinguer le cœur du mental. Donc, prendre conscience des sensations ou des choix ou des choses qui vont être générées par le cœur de ce qui va être généré par l'esprit. Donc, par l'ego, par les émotions, par les pensées, par les croyances. Tu sais, plus on développe notre conscience là-dessus, plus ça va être clair. Etc. Les 6 grands manipulateurs, avec les 6 sens, bon, tout ça maintenant, vous commencez à bien comprendre c'est quoi. Je vais aussi créer un nouveau salon pour les 6 grands manipulateurs et je vais réécrire un petit peu tout ce qu'on a vu ici. Vous allez avoir vraiment un salon qui va décrire les 6 grands manipulateurs, ça va être comme un résumé de tout ce qu'on a parlé. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me l'envoyer, à me dire « Ah, on avait aussi parlé de tel truc, moi j'avais trouvé ça important, ça m'avait aidé, est-ce que tu peux le rajouter? » Et puis je le rajouterai. Et puis, je vais faire un nouveau salon rediffusion pour vous partager l'enregistrement de ce live. Donc, si vous avez besoin de réécouter les explications, le fait de vous écouter en train d'écouter, donc de réécouter la vidéo, mais sans être dans la vidéo, en regardant la vidéo, ça peut aussi vous permettre d'avoir un nouvel angle, une nouvelle perception, une réécoute qui va vous permettre de peut-être recomprendre ou de comprendre des choses que en ce moment, vous n'avez pas réellement compris. T'sais, toujours dans le principe de la répétition. Donc voilà, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais dire sur la conscience, pour l'instant, sur le conscient et la conscience. J'espère que c'est quand même assez clair de manière générale et simple. Il faut vraiment garder ça au plus simple possible. Je vous donne plein de détails pour que ce soit bien, que vous ayez une compréhension générale. Mais plus vous ramenez ça à des choses simples qui font du sens pour vous et avec des images qui vont imager ce sens, plus ça va être facile de comprendre. Personnellement, moi, je vois ma conscience comme une lampe torche ou comme Ellie a dit, j'aime beaucoup l'idée de la boule d'énergie. Et voilà, tout ce que j'éclaire dans mon subconscient, ben, c'est comme une soucoupe volante. Donc, c'est comme une lampe torche de soucoupe volante. Donc, tout ce que j'éclaire va être attiré par la lumière. Donc, va venir dans la lumière, va venir dans ma conscience. Et ben, plus j'utilise ma lampe torche, contrairement à une vraie lampe torche, ben, plus la lampe torche devient forte, plus elle va être grande, plus elle va être large. Et plus elle va pouvoir attirer de choses en même temps. Et puis elle va pouvoir les éclairer loin. Belle métaphore. Mais ça, c'est une belle métaphore pour comprendre comment la conscience fonctionne, comment le conscient fonctionne. Mais la métaphore de Ellie est un petit peu mieux pour se désidentifier, de vraiment voir sa propre conscience comme étant une boule qui se promène. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas cette boule, c'est pas toi. C'est les choses qui sont avec toi.
Ton corps, tes émotions, tes pensées, tout ça sont avec toi. Et tu peux décider de mettre ta conscience dans tes pensées, donc de prendre conscience de tes pensées et de mettre la boule dans tes pensées. Mais ça ne veut pas dire que la boule devient les pensées. Ça veut dire que la boule est dans les pensées. Et donc qu'elle est capable de mieux observer les pensées. Parce que si ta boule est dans ton pied, ça va être difficile d'observer tes pensées. Donc, vous pouvez combiner les deux métaphores. Je pense que c'est une belle combinaison. Et puis, ouais, après, c'est par la pratique. Alors, le fait de réfléchir à ce qu'on a dit aujourd'hui. Vous pouvez aussi avoir des discussions avec d'autres personnes. Ce qui serait très bénéfique, ce serait d'en parler à quelqu'un qui serait intéressé, de lui expliquer, hey, d'ailleurs, je viens d'apprendre c'est quoi la conscience, pourquoi ce serait important, dans quoi ça va t'aider dans ta vie, ça va t'aider à mieux gérer tes trucs, tes émotions, ton développement, tu vas pouvoir te désidentifier, etc. Les lois du développement, tu peux lui parler de tout ça. Et à expliquer c'est quoi la conscience, tu vas réellement pouvoir voir s'il y a des images qui apparaissent dans ta tête pendant que tu l'expliques. Tu vas vraiment pouvoir voir si toi-même tu l'as compris, si tu arrives à lui faire comprendre. Tu peux même inventer des métaphores qui vont mieux te parler et mieux te correspondre à toi, qui vont mieux te permettre d'imager tout ça. Et peut-être que cette métaphore va lui permettre de mieux comprendre. Et peut-être que tu ferais même après aller dans le salon de prise de conscience, partager « Wow, je viens de découvrir cette métaphore, ça m'a permis de prendre conscience sur plein de choses sur la conscience. » Et blablabla, blablabla. Et puis après, le fait de le partager sur prise de conscience, peut-être que tout le monde va prendre conscience encore plus profondément de ce qu'est la conscience grâce à ce message. Enfin bref, ça ne finit jamais. Mais le partage est très très puissant, très utile, très, très efficace si vous voulez vraiment approfondir l'apprentissage et puis en même temps vous aider d'autres gens. Parce que malheureusement, c'est... Là, Ouais. je réfléchissais à la manière dont je visualisais ma conscience. Et c'est drôle, mais je l'imagine un peu comme si j'étais dans une pièce ronde avec des fenêtres. Donc, de par ces fenêtres, je vois ma vie. Et j'ai des fenêtres sur les côtés où là, c'est plutôt dirigé sur un passe-plat, bien sur ce genre d'automate automatique qu'il y a dans les grands dans les grands entrepôts de logistique, genre Amazon, où en fait, on a une porte, et puis on tape des choses, et puis il y a quelque chose qui va nous chercher ce dont on a besoin, quoi. Et j'ai plus l'impression de faire appel à quelque chose en moi, en disant tiens, ramène-moi ça, j'ai besoin de lui parler en ce moment, ou j'ai besoin de le ressentir, j'ai besoin de le voir. J'arrive pas à visualiser un truc grand, quoi. Enfin, c'est petit, mais j'y mets ce que je veux. Enfin, j'y mets ce dont j'ai besoin pour ma conscience actuellement. Et ensuite, ça dégage quand j'en ai plus besoin, quoi. Ou bien ça repart dans son trou quand j'y fais plus attention, quoi. Ouais, exact. Enfin, oui, ça marche. Ça marche très bien aussi. Parce que la lampe, je visualise bien ce que tu veux dire, mais ça me parle pas intérieurement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le but, c'est de comprendre le concept. Et puis, quand tu comprends le concept, tu arrives à te faire tes propres images qui vont te parler et qui vont t'aider. Donc, non, c'est très bien. C'est très bien que tu le vois comme ça. Ça fonctionne aussi. Ça correspond. Tant que ta métaphore, tant que ton image, elle respecte le fonctionnement de la conscience et que ça coïncide, que ça corresponde à tout ce qu'on a décrit, ouais, aucun problème. Mais là, selon ce que tu m'as dit, ça marche. Merci. Voilà, donc est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager là-dessus, des prises de conscience que vous auriez eues, ou alors quelque chose qui serait encore un petit peu flou, ou alors peut-être que ça va se clarifier au fur et à mesure des semaines, quand on va en parler les semaines prochaines? En tout cas, moi, je vais essayer de travailler la visualisation, essayer de voir un petit peu, quand je parle de quelque chose, quand je pense à quelque chose, quand j'ai certaines pensées, essayer de visualiser qu'est-ce que concrètement je vois dans ma tête, quoi. Je vais essayer d'y faire attention. Ok, super. Excellent. C'est sûr que, personnellement, moi, c'est l'outil qui m'a le plus... l'outil, il y a tellement d'outils qui m'ont tellement aidé, mais le fait d'imager les choses, de visualiser, ça m'a tellement aidé à prendre conscience de choses et à bien comprendre les choses. Donc, ouais. J'en parle souvent, tu sais, de lorsque je m'étais fait quitter pour la première fois et que je voulais visualiser les relations
Donc, prendre conscience, ou plutôt comprendre les relations différemment, ben, il fallait que je le visualise, et que je le visualise à répétition. Je me disais, bon, ben, qu'est-ce que je pense qui pourrait être bien pour moi de percevoir les relations d'une certaine manière? Comment est-ce que je devrais les percevoir? Et donc, je me dis, ben, peut-être que si je me sens aussi vide lorsque je ne suis plus avec elle, c'est peut-être parce que ben, j'étais pas complet avant. Donc, si je commence à me dire que ben, je suis plein, à 100% plein tout seul, et que lorsque je suis avec quelqu'un, j'ai un bonus, je suis à 120%, 150%, mais peut-être que théoriquement, si la personne me requiert à nouveau, ben, je vais retomber à 100%. Donc, je vais rester plein. Donc là, j'étais dans la théorie, puis j'étais en train de m'imaginer des trucs, puis comment est-ce que je pourrais réussir à percevoir ça et de le mettre en pratique, de vraiment le vivre. Et ça m'a pris 3 ans de répétition, de chercher des trucs, des outils. Parce que j'étais tout seul, je lisais pas de livres, j'avais aucune aide, j'avais aucun guide, aucun coach. J'étais un peu face à moi-même. Et après 3 ans, ben, j'ai réussi à... Bon, ça s'est développé très rapidement. J'ai beaucoup amélioré la chose pendant les 3 ans. Après quelques mois, c'était déjà mieux. Mais ça m'a pris 3 ans avant de vraiment vivre pleinement cette théorie que je m'imaginais depuis le début. Donc tout ça pour dire que ça a réellement changé ma manière d'expérimenter un point très important de ma vie. Donc de visualiser ben, par répétition, de c'est quoi la conscience, comment est-ce qu'on l'expérimente tous les jours, parce que tu fais l'expérience de ta conscience absolument tous les jours. C'est ce qui te permet de vivre, d'être un être humain et de ne pas être un animal. C'est ce qui te distingue du monde animal, c'est ta conscience. Tu es conscient de ce que tu fais. Tu peux choisir, tu ne fais pas que réagir. Donc, c'est juste... Pour ça, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Ah oui? Ah oui, non. Il y a des animaux qui réfléchissent, hein. Pas que de la réaction. Ok, ouais. Bon, d'accord. J'ai perdu tout le monde. Ok, faudrait que je trouve un autre exemple encore, mais... Faudrait... En tout cas, c'est sûr que l'éducation, je suis d'accord avec ce principe, permet d'avoir des actions mieux structurées et puis d'être moins dans la réaction. Ça je suis à 100% d'accord avec toi. Okay. C'est juste mon côté animalier qui dit pas d'action chez les animaux. Non, c'est pas vrai. Peut-être que chez la méduse, effectivement, avec ses 3 neurones qui se connectent, elle ne fait que réagir et c'est porté par les vagues. Mais voilà, bon, allez. Ce serait peut-être plus... Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Ce serait peut-être plus précis. Encore une fois, j'oublie toujours le mot accurate. Ça correspondrait plus peut-être de dire que comme les insectes ne réfléchissent pas. Parce qu'il me semble que l'insecte, non, même la fourmi... On ne trouve pas d'animaux. Hein? Je pense laisse tomber les animaux. Mais même au niveau des plantes, ils se sont rendus compte qu'il y avait des communications entre les plantes, quoi, qu'elles étaient capables de s'apporter des... Alors forcément, elles n'ont pas tant de réaction qui est comparable au nôtre, mais globalement, dans le monde du vivant... Ça communique par l'énergie, tu veux dire. Il y a quelque chose, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas que de la réaction, quoi. Ouais. Ben, c'est là où je pense que ce serait peut-être intéressant d'en parler plus tard, quand on aura bien tous intégré le concept de la conscience. Parce que selon comment je vois les choses, disons qu'une fourmi, par exemple, on peut penser qu'elle est consciente dans le sens où elle va te regarder, puis peut-être qu'elle va se mettre à t'attaquer, puis elle va peut-être partir, et puis elle va avoir l'impression d'avoir comme une structure et tout ça. Mais je verrais pas ça comme de la réflexion. Pour moi, ça reste encore dans la réaction. C'est-à-dire qu'elle te voit, et le fait de te voir, ça éveille des choses en elle. Soit, oh, il faut que je défende mon peuple, ou alors, oh, il faut que je fuis, ou alors elle va juste, pas du tout te calculer, elle s'en fout. Mais c'est pas aussi poussé que nous, tu veux dire, c'est pas aussi poussé. Pour moi, ça reste une réaction. Ouais. Non, mais là tu compares la réaction de la fourmi face à toi. Donc là, si toi, tu es face à un grizzly qui fait 4 mètres de haut, comment tu vas réagir? Justement, je vais réagir, oui. Je vais pas forcément réfléchir. Donc... Voilà, on est d'accord. Parce que là, par exemple, les fourmis, pour les gens qui s'amusent à avoir des colonies et puis de les, comment ça s'appelle, de les élever comme ça, ils se rendent compte que parfois, il y a des régicides. Enfin, que la reine qui est en place
il va y avoir un groupe de fourmis qui va essayer de s'en débarrasser. Ils vont comploter contre la reine et ils vont commencer à nourrir une des larves pour essayer qu'elle devienne leur nouvelle reine. Enfin, c'est pas de la réaction. Enfin, il y a quelque chose qui font que elles aiment pas la reine et qu'elles ont décidé de s'en passer et de la faire mourir. Et ces fourmis-là, soit elles vont réussir leur coup et toute la colonie va devoir changer de reine, ou soit elles vont se faire buter parce que la reine s'en rend compte et puis que les sbires ils vont tuer les et tout ça. Est-ce que c'est de la réaction, quoi? Tu vois, non, on voit bien qu'elles réfléchissent, je pense, non? On voit bien qu'elles réfléchissent aussi. Mais ce qui veut dire, Sam, c'est qu'il y a peut-être des réflexions que nous, en tant qu'hommes, on arrive à aller encore plus loin que la fourmi n'aura pas, c'est-à-dire qu'elles vont réussir à réfléchir. Mais je pense que c'est ça que tu veux dire, non? Pas un truc aussi poussé que nous, comme là, on se prend la tête sur un live, sur une corde, poser des questions. Je comprends. Disons, je reste ouvert à l'idée que peut-être il y a de la réflexion, mais j'aurais comme l'impression que ça reste une forme de réaction dans le sens où, selon comment se passe leur tribu, le groupe de fourmis, comment la reine les traite ou comment la reine se comporte, etc., elles peuvent réagir d'une manière à ce que, finalement, la reine n'a pas l'air d'être le meilleur truc pour nous. Ça peut rester une forme de réaction dans le sens où ça va créer un inconfort ou je sais pas comment on pourrait appeler ça pour les fourmis, qui va comme pousser plusieurs fourmis à ressentir la même chose, à toutes se dire que faut qu'on se débarrasse de la reine, mais sous forme de réaction. Ça pourrait être encore une réaction à l'événement, mais peut-être que c'est une création aussi. Là-dessus, je sais pas. Je ne suis pas une fourmi, j'ai pas étudié les fourmis, donc je ne pourrais pas te dire. Mais peut-être. Ça va te fasciner si tu le fais un jour. J'en ai vu beaucoup sur les fourmis, c'est ultra intéressant, oui. Même quand j'ai fait Vipassana, la méditation de 10 jours, la plupart des temps libres, je l'ai passé à aller dehors, prendre une marche et je regardais les fourmis qui se promenaient et comment elles se comportaient. J'ai trouvé même un groupe de fourmis qui réagissaient à ma présence. C'était la première fois que j'en voyais. Parce que d'habitude, les fourmis, elles se promènent et puis t'es là, t'es pas là, ça change rien, elles continuent leur chemin. Mais là, c'est réellement, j'allais à côté d'elle et il y a comme 3-4 fourmis du groupe qui se tournaient vers moi, qui se rapprochaient vers moi et qui levaient leur cul en l'air et qui, pour me faire peur, ils commençaient à la limite me courser. Genre, elles étaient violentes. Et, c'était super intéressant. Puis si je mettais ma main proche au-dessus d'eux, elles se mettaient à se mettre autour de ma main, puis elles essayaient de me faire peur, essayaient de me provoquer et tout. Puis elles avaient un sacré caractère. Ah oui. C'était super intéressant. Mais du coup, donc peut-être que les animaux ont une conscience, peut-être que c'est une forme très développée de réaction qu'on a l'impression que c'est de la conscience, je sais pas. Là-dessus, je dirais peut-être. C'est possible. Après, par rapport à ce qu'on voit dans le comportement des animaux, genre le fait que par exemple les singes ils sont capables de torturer, peut-être qu'il y a certaines espèces qui ont accès à une conscience et qu'il y en a d'autres qui ont accès à des émotions et que c'est bien divisé chez l'espèce animale. Peut-être. Coupé, j'ai pas tout entendu. Non, j'ai dit que peut-être que l'espèce animale se divisait en 2 catégories. Enfin, peut-être même 3, on va dire ceux qui sont inconscients, ceux qui sont conscients et ceux qui ont la capacité d'avoir des émotions. Parce que la notion de vengeance, etc., elle est directement liée à l'émotion. Elle peut pas être liée à une question de survie. Ouais, c'est une réaction, un comportement qui est une réaction de l'émotion que tu as ressentie suite à un événement. Mais est-ce qu'on peut avoir une conscience sans avoir de capacité émotionnelle? Ouf, ça rentre dans le profond du philosophique. Ouais. Mais c'est une bonne question. Je sais pas. Parce que, tu sais, comme il disait Tony Robbins, on est des bêtes émotionnelles, dans le sens où on vit la vie pour expérimenter des émotions. Les choix qu'on fait sont... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont fiers de dire que l'humain est rationnel, mais l'humain n'est pas du tout rationnel. L'humain est capable de réfléchir, mais toutes les décisions importantes, ou la plupart des décisions, aussi rationnelles qu'elles semblent, elles ne sont pas rationnelles, elles sont émotionnelles.
Puis donner, par exemple, l'exemple, c'est un exemple populaire dans le marketing ou dans l'apprentissage de la manipulation de l'influence. Ils expliquaient que si tu prends deux personnes, que tu les mets dans une situation où tu vas proposer à une personne 10 $, et tu lui dis, avec ces 10 $, tu fais ce que tu veux. Mais tu dois faire une offre à l'autre personne. Si l'autre personne accepte, vous gardez tous les deux l'argent. Si l'autre personne refuse, vous perdez tous les deux l'argent. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander, OK, dans ce cas-là, combien tu donnes? Est-ce que tu gardes les 10 $ et tu donnes rien? Est-ce que tu gardes 9, tu donnes 1? Est-ce que tu gardes 5, tu donnes 5? Est-ce que tu lui donnes 9, toi tu gardes 1 pour t'assurer qu'il accepte? Et on se rend compte que la plupart des gens, les gens sont tournés vers je garde 6, je te donne 4. Je garde 7, je te donne 3. Et parfois, c'est plutôt je garde 5, je te donne 5. Et en fait, tout le monde répondait ce genre de questions-là, répondait de cette manière-là. Et c'était un moyen très, très évident et clair de leur dire que, vous voyez, vous êtes complètement dans l'émotion. Vous êtes des bêtes émotionnelles. La chose la plus logique à faire, ce serait de garder 9 et de donner 1. Parce que j'ai mes 10 $, donc bon, je garde 9, je garde le plus possible pour moi, et je donne 1 $ à l'autre. Parce que sans émotion, sans compassion, sans respect, sans valeur, sans etc., ben, si tu acceptes mon 1 $, tu gagnes 1 $, et moi, je gagne mes 9 $. Si tu refuses par émotion. Tu refuses par frustration, par ego, par sentiment d'inégalité, etc. Alors, si on est complètement rationnel, le plus rationnel, ce serait de garder 9, de donner 1. Parce que si tu gardes 10, tu donnes 0, l'autre, il va refuser. Tu lui as rien donné. Mais à partir du moment où tu lui donnes 1 $, c'est 1 $ de plus que rien. Et si l'autre refuse ce dollar, simplement parce que toi, tu gardes plus, c'est complètement émotionnel, parce que tu viens de perdre 1 $ pour rien. Il t'a quand même donné 1 $. Tu peux le garder. Si tu acceptes, tu le gardes, et lui, il a plus que toi. C'est pas fair, c'est pas égalitaire, c'est pas tout ça, mais rationnellement parlant, c'est la décision à faire. Et c'est une décision que personne ne peut. Je vais t'enrouler. C'est Sam. Je vous laisse dans le rêve. Continuez encore. Oui, ben, de toute façon, moi aussi, on est sur la fin, là. Moi aussi, je vais devoir y aller. Je voulais juste m'assurer que tout le monde ait bien compris. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, tu peux y aller si tu veux, Alex. Si tu dois y aller, vas-y, hein, te retiens pas. Désolé. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Alex. Au revoir. Ciao. Salut. Donc, donc c'est bon pour tout le monde là-dessus? Ouais. Moi, je voulais juste revenir un instant sur l'histoire d'animaux, qu'on soit clair par rapport à ce que je pense. Ouais. Je pense qu'on a des degrés de conscience plus ou moins développés. Tout comme un bébé, tu vas dire que il y a de grandes chances qu'il fasse plus de réactions que d'actions. Parce que tout n'est pas développé. Nous, on a un cerveau gigantesque globalement. Et faut tout relativiser, quoi. Enfin, quand je dis qu'un animal peut avoir des actions, c'est comme je dis qu'un bébé peut avoir des actions. Okay. Un bébé n'est pas que en réaction, quoi. Il y a des choses quand même où il finit par comprendre. Il y avait ma petite filleule qui était rentrée très jeune. Elle avait que quelques mois à la garderie, et la garderie avait appris le langage des signes au bébé. Et donc il y avait des signes pour dire j'ai faim, j'ai mal, j'ai envie de dormir. Et le bébé de quelques mois était capable de s'exprimer avec ça. Et ça, le mouvement qu'il faisait, c'était pas une réaction, quoi. Enfin, il faisait un rond dans sa main, ça voulait dire j'ai faim. Enfin, je sais pas comment il leur avait appris ça, mais globalement, ce bébé de quelques mois qui était incapable de me parler, qui était incapable de se lever, qui était capable de donner des indications quand on lui posait la question, tiens, qu'est-ce qui va pas? De dire, ah bah tiens, c'est ça qui va pas. De s'arrêter de pleurer pour dire c'est ça qui va pas. Et là, pour les adultes, j'ai un peu cette impression. On va placer le chien à l'équivalent de quelqu'un qui a quelques mois, enfin qui est capable de se déplacer, de comprendre ce qu'on lui raconte, mais qui parle pas bien, etc. Ça, c'est le chien, quoi. Enfin, on en est là. Et ça ira pas plus loin pour le chien, on est d'accord. Mais c'est pas rien, quoi. C'est pas
ce n'est qu'une bête programmée d'avance qui réagira toujours de la même façon, quelles que soient les circonstances. Non, c'est pas vrai. Il y a de l'apprentissage, il y a de la création, il y a quelquefois le chien qui se dit ah, bah tiens, je vais essayer ça. Et puis après, c'est la réaction de l'humain derrière son propriétaire qui lui dira ah ça a chauffé pour moi, je le referai plus jamais quoi. Mais enfin voilà, c'est ma vision du monde animal quoi. Ouais, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça fait plus de sens de dire que c'est pas soit je suis conscient, soit je suis inconscient. Effectivement, ça ferait plus de sens de dire qu'il y a des milliers de niveaux de conscience et qui sont peut-être juste moins développés sur leur conscience, plus ou moins, dépendant desquels animaux. Voilà, voilà. Mais donc dire qu'il n'y a rien, je suis pas d'accord. Dire qu'il n'y a pas grand-chose parfois, oui, je suis d'accord. D'accord, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Merci de la clarification, ouais, effectivement. Ok, quelque chose d'autre? Quelqu'un d'autre? Ou rien d'autre à rajouter pour l'instant? On va peut-être avoir d'autres trucs à rajouter, d'autres questions plus tard, mais tout est bon pour non, pour moi, personnellement, c'est bon. Non, c'est bon aussi pour moi. Bon, moi, ça va très bien. Parfait. Donc, merci à tous d'avoir pris votre précieux temps pour m'écouter et pour tous vous arranger d'être là aujourd'hui. Faudrait qu'on se fasse la même chose pour la semaine prochaine. Idéalement, si quelqu'un peut vraiment pas être là, c'est pas trop grave. Encore une fois, je vais faire de mon mieux pour l'enregistrer et puis vous pourrez réécouter. Donc, je vais sûrement publier demain. Je vais la publier demain. Je vais pas l'éditer, je vais rien faire. Je vais la publier comme ça, telle quelle. De toute façon, là, ça a été assez concis directement sur le sujet, donc ça va être assez facile à réécouter. Donc je vais remettre la rediffusion demain sur le groupe. J'ai créé un salon pour ça. Donc vous pourrez le réécouter, reprendre des notes si vous avez besoin. Et ce sera même très conseillé de le réécouter, peut-être même dans 2-3 jours, si vous avez une petite heure à prendre. Et puis on se retrouve. Il faudrait qu'on s'organise une autre heure et un autre jour, samedi, vendredi, dimanche, peu importe, où on pourrait être tous ensemble pour faire la suite de cette formation. Et là, commencer à parler du subconscient. Donc, on parlait plus du subconscient et toute l'étendue de ce que c'est. Et en même temps, j'aurais vraiment envie de dire pour le bien de l'humanité, si vous avez des gens que vous connaissez autour de vous qui vous pensez qui auraient besoin de comprendre ça, qui auraient besoin de se développer là-dessus, n'hésitez pas à les inviter, à le partager. Oui, c'est sûr, ça demande un petit investissement pour chacun. Mais honnêtement, pour ce qui est partagé ici, pour moi, ça vaut tellement plus. Voilà. Je pense que beaucoup plus de gens méritent de comprendre ces choses-là. Et même s'ils ne viennent pas sur le groupe, le partager. N'hésitez pas à le partager, à juste l'expliquer à quelqu'un. Ça va vous aider vous-même à bien intégrer et bien comprendre le concept. Et puis, vous allez aider d'autres personnes à le comprendre. Ok. Voilà. Fait que je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, on va faire un live demain sur le 3e accord Toltec aussi, sur la communauté TEP. Et ça va être sûrement... Oh, il faut que je détermine l'heure aussi. Ça va être sûrement à la même heure que d'habitude, je pense, genre 15h ou 14h. Je verrai. Ok, d'accord. Donc, pour moi, c'est bon. Fait que je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde. Encore merci d'être là. Et puis, on se retrouve demain sur TEP ou à la semaine prochaine sur le groupe VIP. Ok, et bonne nuit à toi du coup. Et puis, oui, bonne nuit. Ouais, et bon matin pour toi, Papa J. Merci. Ah oui. Salut. Bye bye. Salut.